Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct pendant 2 heures. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, Jean-Yves Lecomte, bienvenue. Vous êtes sénateur socialiste représentant les Français établis hors de France. Vous allez réagir à différents sujets, c'est le principe, et notamment à cet enlisement auquel on assiste dans les débats sur la réforme des retraites, dans la rue, à l'Assemblée, mais aussi à la conférence de financement. Durant ces 2 heures, nous irons comme tous les jours très régulièrement en salle des conférences pour faire réagir d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera, vous le voyez, avec Alexandre Poussard. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, Jérôme Rabier. Bienvenue Jérôme. Airbus taille dans ses effectifs. Oui, on va parler plan social et guerre des étoiles. Oh, quel programme, ça donne envie. Caroline Deschamps, chef du pôle web de Public Sénat. Bienvenue Caroline. C'est la panique dans les équipes web d'Agnès Buzyn à Paris. Oui, geek or not geek, la campagne d'Agnès Buzyn en version numérique. Jackie Isabello est aussi avec nous, fondateur de Coriolink. On va revenir avec vous sur les mots de la semaine, communautarisme et séparatisme. Exactement, bonjour Rebecca. Bienvenue, analyse sémantique à suivre. Dans une demi-heure, Sénat en clair. Nous reviendrons sur le changement de ton de l'exécutif vis-à-vis des éoliennes. Au Sénat, Elisabeth Borne n'a pas mâché ses mots. Développement anarchique, saturation visuelle, encerclement. Ce discours officiel est un petit peu nouveau, peut-être même un tournant. Comment faut-il l'interpréter? On tentera de répondre à cette question. Hashtag LPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Mais d'abord, cette réforme des retraites. À l'heure où l'on se parle, on ne sait pas très bien comment la situation va pouvoir évoluer. La mobilisation dans la rue faiblit, mais elle continue. La conférence de financement est en train de virer au fiasco. Et à l'Assemblée, l'examen du texte n'avance pas. La seule issue possible pour l'exécutif sera-t-elle le 49.3? Je vais vous poser la question dans un instant, Jean-Yves Lecomte. Je vois votre air grave, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. On regarde d'abord les derniers éléments, c'est avec Pierre-Henri Holderbaum. S'il vous plaît, commencez pas. Vous aurez des heures, des jours et des nuits pour vous ébrouer dans la démocratie. Un début de semaine sous haute tension à l'Assemblée nationale, lors du premier jour de l'examen sur la réforme des retraites. Une tension qui demeure dans l'hémicycle, comme en témoigne cet échange entre le président de l'Assemblée et le patron de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas répéter les arguments Sur du quel président. fondement vous... Le bon, Monsieur le Président. Oui, ben vous allez le démontrer avant de l'évoquer. Non, je ferai bien comme je l'entends. Ben non, parce que quand on fait rappel au règlement, le fond en droit. Monsieur le Président. Ici, ce n'est pas un meeting, c'est l'Assemblée nationale. Les débats sur la réforme des retraites stagnent sous le poids des milliers d'amendements déposés. Les députés ont discuté pendant 3 jours sur le seul titre du projet de loi et commencent seulement à examiner l'article 1. Comme pour ajouter à la confusion, la numéro 2 de la CGT, Catherine Perret, annonce hier le retrait du syndicat des négociations de la commission de financement des retraites. Le compromis n'est pas possible et on n'a plus rien à faire à cette conférence des financements. On n'a pas de temps à perdre. Par contre, on va organiser notre propre conférence parce que nous avons des propositions en matière de financement très sérieuses et qui sont d'ailleurs partagées au sein de l'intersyndicale et on va l'organiser dans tous les territoires. Du côté du gouvernement, on déplore le départ de la CGT, une décision qui ne surprend pas. Face à l'enlisement parlementaire du dossier, le gouvernement n'exclut plus totalement l'hypothèse de l'utilisation de l'article 49.3. Comme vous le savez, le 49.3 est un outil constitutionnel et à ce stade, la Constitution n'a pas bougé sauf erreur de ma part. La volonté du gouvernement est évidemment que nous puissions avoir un débat qui soit le plus serein possible. Mais vous aurez remarqué qu'il n'est pas de notre fait, mais de celui de la France Insoumise et du groupe GDR à l'Assemblée nationale qu'il y ait cette forme d'obstruction. La porte du 49.3 ouverte et l'hypothèse d'un passage en force du gouvernement plane désormais sur les débats. Allons plus loin avec vous. D'abord, Jean-Yves Lecomte, comment vous voyez les choses? On a le sentiment qu'il n'y a pas d'issue possible. On voit cette réforme, ce projet de loi en train de s'enliser partout. Depuis le début, on a du mal à comprendre comment le gouvernement s'engage dans cette affaire dans une impréparation absolue. La manière dont le gouvernement continue à vouloir défendre un projet de loi qui a déjà été assassiné par le Conseil d'État, qui ne répond pas aux inquiétudes des Français, qui ne répond pas aux problèmes, c'est en soi très inquiétant. Compte tenu finalement de la mauvaise qualité de ce projet de loi, la seule issue, c'est un affrontement, c'est assez logique. Ou le retrait. Il faudrait que si le gouvernement était responsable, il retirerait le projet de loi. Ou en tout cas, il laisserait la conférence de financement déjà travailler, parce que c'est quand même assez aberrant d'avoir une conférence de financement qui est
en train de travailler et de laisser et que le Parlement travaille sur la réforme des retraites en même temps. Enfin, la logique voudrait qu'on regarde le financement et qu'on travaille après à la question, aux aménagements législatifs éventuels. Mais depuis la manière dont à partir du moment où le gouvernement a décidé de faire fi du Conseil d'État, on est dans une situation absolument aberrante. Alors ça, c'est du côté du gouvernement. Comment vous trouvez l'attitude des oppositions ? On a effectivement plus de 41 000 amendements. On assiste à des scènes extrêmement tendues dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. On a Richard Ferrand tout à l'heure à la reprise des débats qui a déclaré qu'à ce rythme, le projet de loi pourrait être discuté jusqu'à la fin juillet. Comment vous voyez ça ? Est-ce que vous trouvez l'attitude des oppositions responsable, notamment la France Insoumise ? Je trouve qu'il serait irresponsable de laisser la réforme. Le gouvernement a une majorité. Si l'opposition ne tenait pas son rôle, en utilisant les dispositifs constitutionnels et de procédures parlementaires qui existent, ce serait l'opposition qui ne tiendrait pas son rôle. Pour avoir un débat de qualité, il faudrait déjà que le gouvernement présente devant l'Assemblée nationale un projet qui répond aux objections du Conseil d'État et qu'ensuite ça se fasse après. Mais donc vous soutenez la démarche de la France Insoumise, qui est un petit peu étonnant. Vous êtes sénateur socialiste, les socialistes n'ont pas fait ce choix. Les socialistes des milliers d'amendements. Les milliers d'amendements, c'est sûr que ça ressemble à de l'objection, de l'obstruction. Ça en est, c'est clair. Ça en est. Mais le groupe socialiste à l'Assemblée nationale n'a pas fait ce choix. Mais je comprends que compte tenu de l'attitude du gouvernement, les gens qui s'y opposent considèrent qu'ils utilisent finalement des moyens légaux, la procédure parlementaire. Est-ce que, si j'avais été à l'Assemblée nationale, j'aurais préféré faire 10 000 amendements un peu de manière automatique pour utiliser la procédure jusqu'au bout, ou plutôt essayer de ciseler, comme l'ont fait nos collègues, un certain nombre de sujets sur lesquels on mérite d'évoquer les choses sur le fond, en particulier, je pense en particulier aux retraites des femmes, aux questions du sens d'une retraite à points par rapport à un âge. Enfin, je veux dire, soit on acquiert des droits, soit on exige un certain nombre d'années de cotisation. On ne peut pas faire les deux à la fois. Enfin, il y a un certain nombre de sujets majeurs qu'on peut évoquer, mais en tout état de cause, ce débat est mal engagé par la faute du gouvernement, et toutes les occasions qui lui ont été données par le Conseil d'État, par la CFDT, de revenir, de remettre son travail sur le métier pour faire quelque chose de correct, ils ne les ont pas utilisés. Il ne le fait pas. Jean-Yves Lecomte, on va aborder d'autres sujets, les sujets choisis par nos chroniqueurs du jour. C'est l'heure du club d'Allons plus loin. Et Jérôme Rabier, on commence donc avec vous. Airbus a annoncé hier, et un peu à la surprise générale, il faut le dire, des suppressions de postes. Oui, Rebecca, Airbus a annoncé un plan social avec 2362 postes supprimés en Europe, dont 400 en France. Pourtant, Airbus ne va pas mal, les avions se vendent bien, les carnets de commandes sont pleins et le concurrent Boeing est lui en grande difficulté. Mais Airbus, ce ne sont pas que les avions de transport civil, et c'est dans la branche défense et espace que le groupe européen connaît des difficultés, une branche qui représente tout de même 20% du chiffre d'affaires. C'est là que les effectifs seront diminués. Les difficultés, elles concernent un vieux dossier, celui de l'A400M, un avion de transport militaire qui connaît de très gros problèmes depuis son lancement. Mais ce qui est nouveau, c'est que la partie espace est elle aussi touchée, car Airbus fabrique aussi des satellites. Et la guerre des étoiles est féroce dans ce domaine avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché. Au Sénat, on s'inquiète de ce sujet et on débat justement cet après-midi de la stratégie spatiale européenne. Et je suis allé vous demander à Jean-François Rapin, qui est un des spécialistes sur le sujet, si Airbus avait encore de l'avenir dans ce domaine. On a encore, je ne vais pas dire un leadership, mais on est encore placé dans les meilleurs, en tout cas au niveau européen, au niveau mondial, et de par Airbus. Certes, les Chinois, les Américains sont assez devant, notamment les Chinois aujourd'hui qui ont une progression incroyable. Globalement, un tiers des lancements l'année dernière se sont faits chez les Chinois, ce qui est très important. Il ne faudrait pas prendre du retard. C'est pour ça que nous devons être très vigilants, et en ce moment le débat européen sur le parcours budgétaire européen dans les 7 ans à venir est très important, parce qu'on entend parler de rabots notamment sur l'aspect défense, mais aussi sur l'aspect spatial. C'est donc un sujet très européen, Jérôme ?
Évidemment, Rebecca, puisque Airbus est une des grandes réussites européennes et Jean-François Rapin l'a évoqué. On débat en ce moment même à Bruxelles du budget des 7 prochaines années. Ouais. Et là, c'est une autre guerre des étoiles. C'est les petites étoiles qui sont sur le drapeau européen. Tous les pays ne sont pas d'accord. Il y a des arbitrages à faire et il semble que pour la première fois depuis 20 ans, le budget dédié à l'espace pourrait être raboté. Emmanuel Macron est à Bruxelles. Il milite pour un maintien de ce budget, mais il y aura forcément des concessions à faire. Ouais, comme à chaque fois, est-ce que ces difficultés d'Airbus sont uniquement dues à ces problèmes? Alors, je vous l'ai dit en introduction, Airbus, dans sa globalité, se porte plutôt bien. Ouais. En 2018, le groupe européen dégageait 3 milliards d'euros de bénéfices. Mais en 2019, les comptes ont été présentés la semaine dernière, il a enregistré 1,4 milliard d'euros de déficit. Pourquoi ce grand écart? Car Airbus a décidé de solder des risques, comme on dit pudiquement. Je vais le dire moins pudiquement, il y avait des soupçons de corruption sur le groupe et le groupe Airbus a décidé de payer 3,6 milliards d'euros de pénalités pour s'éviter des procès en Europe. Eh bien, c'est en grande partie ce montant qui fait plonger les chiffres du groupe dans le rouge, à tel point qu'on peut se demander si les salariés qui vont devoir quitter le groupe, finalement, ils ne payent pas les errements passés de la direction, plutôt qu'une guerre des étoiles féroce au niveau international. On provisionne en vue des litiges. Que vous inspire cette situation d'Airbus, Jean-Yves Lecomte? Je crois déjà que l'une des difficultés, c'est que c'est la gamme, effectivement, espace et militaire qui est en difficulté. Et si ils ne savent pas exactement quoi faire, c'est aussi parce que nous sommes en train de solder, malheureusement, l'affrontement entre l'Eurofighter et le Rafale. Qui fait que l'Allemagne ne commande pas les Eurofighter qui étaient programmés. Et donc, durablement, les commandes d'Airbus sont aspect militaire et espace sont en dessous du chiffre d'affaires actuel pour les prochaines années. Là où il y a une difficulté, c'est qu'effectivement, le prochain cadre financier pluriannuel, la présidence finlandaise sur le Fonds européen de défense prévoit, il était programmé, annoncé à 14 milliards, elle propose la moitié. Et donc à partir de là... Elle a tort d'après vous? Bien entendu, elle a tort, parce que le Rafale ou l'Eurofighter, la prochaine génération, c'est ce qu'on doit mettre en face du F-35. Et le système de combat aérien pour les prochaines années, on commence à mettre de l'argent dedans. Mais si on n'a pas des montants suffisants pour permettre à Airbus, qui est celui qui doit être finalement le chef de file avec les autres, avec Dassault, là on n'aura pas en Europe deux ou même plusieurs, encore plus avions de combat en concurrence. Parce que c'est ça aussi la difficulté donc pour unifier l'industrie européenne de défense, ce fonds européen de défense est essentiel. On le voit aussi sur les aspects espace, il y a aussi des nouvelles technologies qui font que il faudrait un peu plus de moyens pour pouvoir être à la pointe des choses. De la même manière sur les drones. C'est assez paradoxal. À un moment où les armées, face aux menaces et aux besoins d'intervention qui se multiplient, voire finalement Airbus en difficulté, c'est parce que nous ne faisons pas assez d'efforts en matière de budget militaire et nous ne faisons pas assez d'efforts en matière de recherche. Cette recherche devrait être boostée par l'effort, le Fonds européen de défense et le cadre financier pluriannuel, mais on ne peut pas multiplier les priorités tout en disant que le budget européen doit rester à 1% du PIB européen. C'est aberrant. On attend tout du budget européen, 1% du PIB. Comment voulez-vous faire? Alors effectivement, il faut faire plus. Les Chinois, les Américains, les Indiens, ils font tous plus. Et on va continuer avec Caroline Deschamps, chef du pôle web de Public Sénat, dont le sujet va peut-être vous inspirer tout autant. Le week-end dernier, on a vécu, il faut le dire, un séisme politique, un remplacement en urgence de Benjamin Griveaux par Agnès Buzyn. Et vous avez pu observer de votre côté une certaine panique dans les équipes de communication. Eh bien oui, Rebecca, la campagne LREM à Paris n'est pas un conte de fées, loin de là. Difficile de changer Benjamin Griveaux en Agnès Buzyn à un peu moins d'un mois du premier tour des municipales. Il n'y a pas de baguette magique. Il faut donc revoir toute la communication et les supports en un temps record. Et forcément, ça tâtonne et ça panique. Les milliers de tracts estampillés Benjamin Griveaux qui devaient être distribués aujourd'hui sont partis à la poubelle. Côté numérique, jusqu'à quelques jours encore, le site internet de campagne était inchangé avec la photo tout sourire de Benjamin Griveaux. Pire,
Lundi, comme l'a repéré l'un de nos journalistes à Public Sénat, Fabien Recker, quand on tapait Buzyn 2020 dans Google, eh bien l'URL renvoyait vers qui, Rebecca? Eh bien vers le site d'Anne Hidalgo. Il s'agit de cyber-squatting, une technique couramment utilisée en politique, hein, mais pas que. En clair, des petits malins achètent un nom de domaine, ici Buzyn 2020, et renvoient l'adresse vers le site de leur choix. Une guéguerre numérique qui avait eu lieu en 2012 lors de la présidentielle, puisque l'adresse hollande2012.fr renvoyait à un moment vers le site de l'UMP. Oui, alors, concernant Buzyn 2020, l'équipe de campagne d'Hidalgo jure qu'elle n'y est pour rien. En théorie, en tous les cas, n'importe quel internaute, Rebecca, peut acheter un nom de domaine moyennant quelques euros, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce qu'Agnès Buzyn a vraiment un site digne de ce nom, cette fois? Pour parer au plus pressé, les équipes ont choisi la simplicité. Ah oui. Reprendre le site de Benjamin Griveaux, ensemble.paris, en changeant tout simplement la photo du bandeau. Alors, pas encore de visuel officiel, mais une photo, vous le voyez, au naturel. Et comme sur son compte Twitter aussi, où on voit ses têtes de liste dans un jardin parisien. Des clichés qui ont été pris dans l'urgence, puisque des photos prises en studio devraient sortir la semaine prochaine, qu'on imagine, on espère, assez différentes, mais on l'imagine, du shooting de Benjamin Griveaux. Des photos qui étaient censées être cool, vous le voyez, mais qui avaient vite tourné en ridicule sur le net. Bon, sur le fond, à part la bio de la candidate, le site est donc absolument identique à celui de Benjamin Griveaux, proposition incluse. Pourtant, elle ne voulait pas reprendre la quasi-totalité des mesures. Agnès Buzyn exclut quand même la transformation de la gare de l'Est en un Central Park parisien, comme elle l'a affirmé chez nos confrères de BFM. C'était hier soir. Regardez. Mon projet, c'est d'abord de gérer cette ville et de répondre aux besoins du quotidien. D'accord, mais donc c'est exclu. En tous les cas, ça ne figure pas tel quel dans mon programme. Eh ben si. Eh ben oui, pourtant j'ai été regarder cette proposition controversée. Ainsi, vous savez que les 100 000 € donnés aux Parisiens des classes moyennes pour acheter un appartement, eh bien, figurent toujours sur le site de campagne. Les violons ne sont donc pas complètement accordés. Alors peut-être que Gaspard Ganzer, l'ancien conseiller com de François Hollande, qui vient de rallier Agnès Buzyn, peut-être qu'il va pouvoir prodiguer de précieux conseils pour éviter, Rebecca, de nouvelles fausses notes numériques. D'ailleurs, vous le voyez comment, ce ralliement de Gaspard Ganzer à Agnès Buzyn, Jean-Yves Lecomte? Moi, je n'ai pas d'avis sur la question. Aucun avis? Non. Il a été le conseiller de François Hollande pendant très longtemps. Ça vous choque, ça vous interpelle? C'est le jeu politique. C'est pas le seul conseiller qui a suivi sa vie après. Politiquement, quand même, l'arrivée d'Agnès Buzyn dans cette course, dans cette course municipale parisienne, est-ce que pour vous, ça rebat les cartes? Écoutez, vu l'improvisation que vous décrivez, je la préfère candidate de La République En Marche à Paris que ministre de la Santé. En même temps, ils n'ont pas beaucoup de temps à leur décharge quand même. D'un autre côté, vu le naufrage annoncé, bon. Le naufrage annoncé de qui? De Benjamin Griveaux. Finalement. Mais il n'y a plus de naufrage annoncé maintenant avec Agnès Buzyn pour ce qui est de Paris. J'imagine que vous avez jeté un petit coup d'œil aux récents sondages qui sont sortis. Ils ont sans doute pris ça pour une chance. Ceci étant, il y a encore beaucoup d'improvisation. Et c'est vrai que face à ça, il y a quand même des candidats qui, par leur action et par leur campagne, depuis longtemps et sans changer de cap, défendent une vision différente pour Paris, enfin différente, ou la continuité de Je vous donne quand même le tout dernier sondage Ipsos qui est sorti aujourd'hui. Il y en a eu 3 ou 4 ces dernières 24 heures. Je vous donne le tout dernier Ipsos qui donne Agnès Buzyn à 19%, Rachida Dati à 20%, Anne Hidalgo à 24%. C'est en train de se resserrer sérieusement quand même. De toute façon, c'est par arrondissement qu'il faut regarder. Mais ce sondage, comme tous les autres, confirme l'importance du score d'Anne Hidalgo dans tous les cas. Donc vous êtes rassuré. Donc je suis rassuré. Tout va bien. Je suis rassuré, même si rien n'est gagné dans une campagne de cette nature, compte tenu des enjeux, compte tenu des difficultés qui ont, tout le monde le sait, qui ont été pour la mise en place de cette nouvelle politique de la ville, anti-pollution, pour les piétons, écologie. Il y a eu de la résistance et tout le monde
participé à cette résistance d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a eu beaucoup de cartes qui ont été rebattues. Et puis l'enjeu du logement, qui est énorme pour faire de cette ville une ville qui ne soit pas une ville musée. Mais on ne va pas en parler ce soir. Les combats pour ça, on a vu à combien les sénateurs de Paris en particulier sur Airbnb avaient besoin d'évolutions législatives pour pouvoir combattre cette tentative de certains investisseurs de transformer cette ville en ville musée. On va continuer le club avec vous dans un instant. Jackie Isabello, fondateur de Coriolanink. Vous allez revenir sur les mots qui ont marqué cette semaine, à savoir communautarisme et séparatisme. Juste avant, je voudrais vous faire réagir, Jean-Yves Lecomte, à cette déclaration assez forte du secrétaire d'État Gabriel Attal. Il était l'invité de Public Sénat ce matin dans Bonjour chez vous avec Oriane Mancini. Et il a donné un exemple assez flagrant de dérive communautariste. Je voudrais qu'on l'écoute et vous me dites ce que vous en pensez. J'ai vu une école publique qui a été extrêmement soutenue par toutes les actions du gouvernement. Toutes les classes ont été dédoublées, puisqu'on a décidé de dédoubler les classes dans les territoires REP et REP+. Un petit déjeuner qui est servi à tous les enfants en arrivant à l'école parce qu'on sait que c'était une vraie inégalité sociale. L'école elle-même avait été refaite par la municipalité, un chantier de, je crois, 7 millions d'euros il y a 2 ans. Donc, en termes de politique publique, c'était l'incarnation de tout ce qu'on est en train de faire pour ces quartiers. Donc, les enfants avaient toutes les raisons d'être bien accompagnés, d'être heureux, épanouis, émancipés dans cette école. Et pourtant, vous avez une association, Loi 1901, qui fait prétendument du soutien scolaire, qui accueille 300 enfants le mercredi et le week-end. Et les enseignants, la directrice de l'école vous disent que ces enfants, quand ils retournent à l'école publique le lundi, on leur a totalement lavé le cerveau. C'est des enfants qui contestent la datation post-Jésus-Christ au profit de l'hégire. Des enfants qui, en cours de musique, parfois, se bouchent les oreilles pour chanter des sourates. Voilà, c'est ça, c'est ces manifestations-là qu'on voit. Et ça, on ne peut pas l'accepter dans la République. On ne peut pas accepter qu'aujourd'hui, vous ayez des associations qui accueillent des enfants, qui accueillent des mineurs, dont on ne sait absolument rien sur l'identité des personnes qui accueillent et qui encadrent ces mineurs et sur le contenu de ce qu'il leur est apporté. Jean-Yves Lecomte, c'est assez rare d'avoir des exemples aussi concrets dans la bouche d'un ministre. Est-ce que pour vous, ça prouve qu'Emmanuel Macron a raison de s'emparer du sujet ? Le sujet, beaucoup de gens se sont emparés. On a une commission d'enquête sur la question depuis quelques mois avant qu'Emmanuel Macron... On attendait qu'Emmanuel Macron le fasse. Ça fait longtemps qu'il n'osait pas. Donc c'est bien qu'il le fasse ou pas ? C'est un sujet majeur. Et en particulier, et moi je le dis en plus, je le découvre un peu plus que d'autres, parce qu'en étant sénateur représentant les Français établis hors de France, j'ai une vision un peu différente, même si je peux être sensible à certains... Enfin, je n'aime pas les dénonciations des communautés telles qu'on les fait, parce que, voilà, on sait aussi que les communautés peuvent aider à intégrer, mais lorsque j'entends ce genre de choses, bien entendu, il y a une difficulté. Mais il faut faire attention. Dans un état de droit, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Si on considère qu'il y a des choses qui aujourd'hui sont permises, mais engendrent des dérives, et la question du soutien scolaire, comme la question de la possibilité de scolarisation à domicile, où on a de plus en plus de jeunes filles, plus 50% en moins de 10 ans, qui sont scolarisées à domicile, dans des conditions qu'on est absolument incapable de contrôler. Moi, je suis très chaud. Là, effectivement, il y a des choses à voir. Et le soutien scolaire, c'est effectivement quelque chose qui mériterait peut-être d'être beaucoup plus encadré qu'aujourd'hui. Mais à ce moment-là, c'est pas en dénonçant telle ou telle association, c'est en faisant des propositions claires d'encadrement du soutien scolaire. Et il a dit ce matin qu'il en faisait. Hein. On a des sujets de ce point de vue-là. Et il y a des pays qui contrôlent beaucoup plus que la France la scolarisation. Jackie Isabello, avec votre casquette de fin communicant, fondateur de Coriolanink, vous vous êtes livré donc à une analyse des mots choisis par l'exécutif. Et effectivement, ne parlons plus communautarisme, à en croire l'exécutif, parlons séparatisme. Parle séparatisme. Les déclarations du président Macron le 18 février à Mulhouse, dans le quartier de Boutzwiller, ont fait naître une nouvelle sémantique, celle du séparatisme. Un terme qui jusque-là fleurait bon les revendications irrédentistes de nos amis basques et corses. Depuis les attentats de janvier 2015, il était impossible de définir un périmètre linguistique nommant la déflagration et ses répliques qui frappèrent notre pays. Composé d'autres unités, la laïcité était le soleil autour duquel tournaient les planètes du communautarisme, de l'islam politique et de l'islamisme, ou encore la place de la communauté musulmane dans la République. Non pas philologue, hein, vous l'avez dit, je suis communicant et je vais essayer d'analyser un peu dans votre émission le point de vue de ce que ça nous informe des ambitions politiques du président. Davantage habitué à des oxymores dans ses attitudes langagières qu'à sa créativité sémantique, le président interpellait parfois notre maîtrise du dictionnaire.
Qui peut utiliser dans un discours les termes ordalie, idiosyncrasie? Il sollicitait parfois nos souvenirs grivois, dis-je, grivois de cours d'école. Tout le monde n'est pas mis en scène dans la parole publique, en train de lancer pognon de dingue au lieu de foutre le bordel, et j'en passe. Rarement avait-il créé à ce point un univers de sens, pour reprendre Wittgenstein, un maître philosophe du langage. Donc user du terme séparatisme, de mon point de vue, me semble pertinent du point de vue de la communication, nonobstant le fait qu'il range au rebut celui du communautarisme. Ouais. Ce terme risquait sans doute d'essentialiser dans la sphère de l'islamisme l'ensemble de nos compatriotes musulmans, car il force observateurs, opposants, commentateurs, finalement, à subir la stratégie du président de la République. Il impose son concept. Ainsi, pour critiquer ce choix sémantique, eh bien, il forcera l'autre à se l'approprier avant de pouvoir le démontrer et le conspuer, tout en étant porteur du virus novlangagier et contraint de l'inoculer à l'ensemble de l'espace public. Jaurès disait, lorsqu'on n'a pas d'idée, on change les mots, monsieur le sénateur, vous qui êtes membre du Parti socialiste, vous pourrez peut-être me corriger. Et donc, aux aboyeurs cherchant à forcer un discours présidentiel sur le thème de la laïcité, le président répond en accouchant du concept de séparatisme par l'affirmation d'une vérité perçue derrière la vérité réelle. Le grand discours sur la laïcité, réclamé par les oppositions parlementaires à Emmanuel Macron, dissimulait sans doute un immarcessible désir de parler du communautarisme et du problème de l'islam politique qui excite parfois avidement l'espace public. Mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde, disait Camus. Nommer autrement les choses, c'est avant tout garder la maîtrise de l'agenda médiatique et forcer la démocratie des opinions à jouer dans votre jardin. Séparatisme, on sait désormais d'où parle le président de la République. Il provient du sombre constat dressé par Gérard Collomb, évoquant dans une conversation rapportée par le magazine Valeurs Actuelles sa crainte d'une prochaine sécession entre les communautés. Derrière la querelle sémantique, il faut aussi y voir une guerre des experts, une guerre des diagnostics, celle d'une controverse très violente qui oppose depuis de nombreux mois, depuis quelques années, Gilles Kepel à Olivier Roy. Elle a souvent été résumée à une seule question, pour faire simple: y a-t-il radicalisation de l'islam, comme le soutient Gilles Kepel, ou islamisation de la radicalité, comme le prétend le second? Séparatisme soutient l'école de Gilles Kepel et de ses disciples, Hugo Micheron et Bernard Rougier, dont les derniers ouvrages font un malheur en librairie. Au-delà du séparatisme, le président Macron poursuit également sa politique du en même temps très jupitérien. En effet, notre 5e République bonapartiste désire de la part du chef de l'État qu'il incarne intimement une forme d'autorité. Il n'est plus le père de la nation, celui au-dessus des partis, s'exemptant de la cuisine politicienne. Il dit, il fait appliquer, il incarne et souvent il commente. Au séparatisme, nouveau terme, il adjoint désormais une nouvelle méthode, la gouvernance fraternellement autoritaire. Je ne sais pas si vous avez noté ça dans son discours qui a étonné un peu tout le monde. En même temps, disais-je, par la fraternité, il parle ainsi à sa jambe politique gauche, qui s'est amincie depuis 2017, dont il ne souhaite pas se séparer, et à sa jambe droite, dont on sait par les analyses sondagières qu'elle s'est fortement raffermie. Monsieur Macron poursuit l'affirmation de sa mue gramscienne au sens de l'intellectuel marxiste italien embastillé par le pouvoir est devenu désormais une référence dans tous les discours. Le « en même temps » de Macron n'est que l'autre expression du concept d'hégémonie forgé par Gramsci, c'est-à-dire une alliance de classe, une alliance des forces politiques. Sur ce sujet du séparatisme et à l'approche de 2022, bien malin celui qui peut percevoir une feuille de papier à cigarette entre électorat de centre-gauche et électorat de centre-droit, c'est-à-dire l'ADN macroniste né en 2017. Merci Jackie, je parlais d'une analyse sémantique fine. Il nous reste quelques secondes, Jean-Yves Lecomte. Ce mot, séparatisme, vous le validez? Il a séduit la jambe gauche, comme le disait Jackie? C'est certainement plus utile de parler de séparatisme que de communautarisme. Donc il a choisi la facilité. Parce que le communautarisme, c'est une question plus vaste et différente. Mais il faut faire aussi attention. Parce que quand je regarde ce qui se passe dans certains... Effectivement, la tentation de gérer un certain nombre de difficultés sociales
en gérant ça avec les communautés, c'est différent du séparatisme et c'est aussi un sujet dans la République. Donc en fait, en changeant de mots, on ne regarde peut-être qu'une partie du problème. 80% du problème. C'est probablement les 80% du problème sur lequel il faut vraiment travailler, mais les 20% qui restent, qui sont de notre responsabilité aussi, c'est-à-dire de ne pas s'appuyer sur, de ne pas déléguer aux communautés des choses qui devraient être de la puissance publique, c'est autre chose que le séparatisme, et ça, on doit aussi s'en saisir. Jean-Yves Lecomte, il y a un autre sujet qui s'est invité dans l'actualité, c'est cette attaque en Allemagne. 9 personnes ont été tuées, dont 2 fusillades hier soir. L'assaillant a été retrouvé mort chez lui. Le parquet antiterroriste s'est quand même saisi de l'affaire, et c'est la piste de l'extrême droite qui est privilégiée. Angela Merkel a même dénoncé dans la journée, je cite, le poison du racisme en Allemagne. On y revient en image avec Aurélien Romano et on en parle après. 2 bars à chicha ont été visés à Hanau, dans la banlieue de Francfort. 9 personnes ont été tuées par un terroriste qui s'est ensuite suicidé chez lui. Cet attentat porte la marque de l'extrême droite. Selon les médias allemands, une lettre retrouvée au domicile du tueur parle de supériorité de la race blanche et d'extermination de populations d'Afrique du Nord. Une attaque qui intervient dans un contexte particulièrement violent en Allemagne ces derniers mois. En juin, le préfet de Kassel, un élu de droite pro-migrant, était assassiné par un néo-nazi. En octobre, 2 personnes étaient tuées à Halle lors d'un attentat qui visait une synagogue et un restaurant turc. Le mobile d'extrême droite avait là aussi été retenu. Et vendredi, 12 militants néo-nazis ont été arrêtés. Ils étaient soupçonnés de préparer un attentat contre des mosquées. Le contexte est aussi politique. En Allemagne, à chaque élection, le parti d'extrême droite, l'AfD, marque des points. Et en Thuringe, en février, la CDU locale avait même pactisé avec l'AfD pour diriger la région avant qu'Angela Merkel s'en mêle et fasse revenir dans le rang ses troupes. Cet épisode a provoqué une crise politique en Allemagne et conduit à la démission de celle qui avait succédé à Angela Merkel à la tête de la CDU. Voilà pour les faits en Allemagne. On apprend à l'instant qu'un homme a aussi été poignardé dans une mosquée à Londres. Un suspect a été arrêté. On ne sait absolument pas s'il s'agit d'un acte terroriste, mais c'est en tout cas un homme qui a été poignardé dans une mosquée à Londres. Jean-Yves Lecomte, l'heure est grave. Il y a une montée de l'extrême droite en Allemagne et peut-être ailleurs en Europe. Partout où il y a des discours d'exclusion et de haine, il y a malheureusement des conséquences. Voilà ce type de conséquences. Et l'Allemagne, qui a fait un énorme travail de mémoire dans sa partie occidentale, en RFA, malheureusement, la réunification allemande n'a pas permis à l'autre partie de l'Allemagne d'avoir des citoyens qui ont le même travail, qui ont fait le même travail de mémoire. Et aujourd'hui, on en voit les conséquences dans les élections en Allemagne, avec un décalage entre l'Est et l'Ouest du pays. Et des situations et des élus particulièrement violents. Mais il faut renforcer, il faut avoir confiance dans la capacité du travail de mémoire allemand et de l'éducation qui a eu lieu quand même sur les 70 dernières années en Allemagne pour être capable, et on a vu les réactions à la suite de cette élection avec les voix de l'AfD. Je crois que voilà, nous devons être effectivement conscients des risques. C'est pour ça qu'il faut prêcher la tolérance. C'est pour ça que c'est utile de ne pas jouer contre les communautés, avoir toujours des discours inclusifs. Mais oui, il y a des risques. Oui, il y a des risques. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment, Jean-Yves Lecomte, d'être venu nous voir aujourd'hui sur Public Sénat. Merci à tous les 3 d'avoir fait partie de ce club. La suite d'ALPL, c'est Sénat en clair. Sénat en clair consacré ce soir au changement de discours de l'exécutif sur l'éolien. Ça a commencé au Sénat mardi. Elisabeth Borne a utilisé des mots suffisamment forts pour qu'ils soient très remarqués. La ministre dénonce, je cite, un développement anarchique, une saturation visuelle et un sentiment d'encerclement. Et ce n'est pas rien dans la bouche de la ministre de la Transition écologique. Alors que faut-il en conclure? Vers quel type de mesures cela va ou cela doit nous mener? On va se poser toutes ces questions avec nos invités après le rappel des faits de Léa Demirjian. Au moment où le gouvernement redessine le panorama énergétique du pays, c'est une inflexion qui en dit long. Mardi dernier, devant la commission des affaires économiques du Sénat, Elisabeth Borne n'a pas mâché ses mots, en dénonçant le développement anarchique de la filière éolienne. J'ose espérer que ce qu'on me montre, c'est les pires horreurs. Il y a vraiment à la fois des implantations de parcs éoliens en covisibilité avec des monuments historiques. Je ne comprends même pas comment on a pu arriver à ces situations. On a des territoires dans lesquels on a une dispersion de petits parcs
de taille, de forme variable, qui donnent une saturation visuelle, voire un phénomène d'encerclement autour de certains bourgs, qui est absolument insupportable. Les propos détonnent et le changement de ton est inédit. Aujourd'hui, l'énergie éolienne représente plus de 5% de la production énergétique française. Pour le gouvernement, pas question de freiner le développement de la filière. L'objectif est toujours d'atteindre 15 500 éoliennes en 2028. Si Elisabeth Borne se montre particulièrement critique envers les éoliennes trop proches de monuments historiques, elle pointe également du doigt la mauvaise répartition du parc. Trop de pylônes dans les Hauts-de-France et le Grand Est, pas assez en Nouvelle-Aquitaine et région PACA. La ministre s'est engagée à mieux travailler avec les élus locaux pour changer les règles d'installation et de répartition de cette source d'énergie renouvelable sur l'ensemble du territoire national. Avec nous pour Sénat en clair ce soir, David Cormand, bienvenue, député européen Europe Écologie Les Verts. Rémi Prudhomme, bienvenue, professeur émérite des universités en économie, ancien directeur adjoint de l'environnement à l'OCDE, auteur du mythe des énergies renouvelables. Frédéric Lanoé, bienvenue, vous êtes directeur général de Valorem, constructeur et exploitant d'éoliennes et de panneaux solaires, membre de Énergie Éolienne qui promeut, on l'a compris, l'énergie éolienne. Jean-Louis Butré, bienvenue à vous également, vous êtes président de Fédération Environnement durable qui regroupe 1300 associations et vous êtes l'auteur de Éolien, une catastrophe silencieuse. Merci à tous les quatre d'être ici. Rémi Prudhomme, quand vous entendez la ministre nous parler de développement anarchique des éoliennes, de saturation visuelle, voire d'encerclement, on vient encore de l'entendre, vous êtes d'accord avec elle? Vous êtes surpris par ce qu'elle nous dit? Moi, je suis un peu surpris parce qu'elle est un peu en recul sur les positions officielles du gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous trouvez que les mots sont justes quand elle parle de saturation visuelle et d'encerclement? Je pense qu'il y a beaucoup de vrai là-dedans. Pour les gens qui ont dans leur jardin des éoliennes, il y a en effet un sentiment d'agression et d'éoliennes, qui se vérifie d'ailleurs très bien parce que s'ils veulent vendre leur maison, ils la vendent 20 ou 30% de moins. J'avais calculé une fois le nombre de gens qui étaient affectés et le coût que ça représentait. On parlait de milliards d'euros. Donc qu'il y ait dans le public une réaction de rejet, c'est vrai. Ce qui est important aussi peut-être de souligner, c'est que la répartition géographique des éoliennes était très inégale. Elles sont principalement dans les zones les plus pauvres. Vous n'avez pas d'éoliennes dans le Luberon ou à l'île de Ré. Et c'est aussi le constat qu'a fait Elisabeth Borne, qui a eu des mots très forts lors de cette audition. Je vais juste vous en redonner quelques-uns et on va faire un petit peu circuler la parole. David Cormand, Elisabeth Borne nous dit « Il y a des emplacements de parcs éoliens en co-visibilité avec des monuments historiques. Je ne comprends même pas comment on a pu arriver à ces situations ?» Est-ce qu'elle a un peu raison de poser cette question? Est-ce qu'effectivement c'est assez incompréhensible d'en arriver là? Qu'est-ce que je vous dise? Moi je me demande dans quel pays vit Elisabeth Borne. On est en France. Le nombre de monuments historiques est, et c'est bien d'ailleurs, très nombreux. Et moi qui suis normand, quand je vais au Mont-Saint-Michel, effectivement, à un moment, on voit aussi des éoliennes. La question, si vous voulez, elle est assez curieuse parce que on vient de fermer... le décret de la fermeture de Fessenheim vient d'avoir lieu et j'ai l'impression que Mme Borne, d'ailleurs dans une vision assez vieux monde, pense qu'il faut équilibrer. Puisqu'on a enfin fermé Fessenheim, il faut envoyer un signal aux partisans de l'énergie du passé. Ah, vous y voyez une démarche politique là alors? Oui, c'est le et en même temps. Le et en même temps macronien là joue à plein. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables sont celles dans lesquelles investissent majoritairement tous les pays du monde, qu'on est à la fin d'un cycle carbone, mais également du cycle nucléaire, et qu'il est urgent d'investir dans les économies d'énergie et dans le renouvelable. Qu'il y ait des nuisances avec des installations... Elle a raison de poser ce sujet-là sur la table. C'est un sujet qui est connu. Les éoliennes sont des installations industrielles. Lorsqu'il y a un plan d'installation d'éoliennes, c'est pas quelqu'un qui vient chez vous en impose une dans votre jardin. Il y a une enquête publique extrêmement complexe à laquelle il faut répondre. Il y a un débat contradictoire. Il y a d'ailleurs des plans d'implantation régionaux, départementaux d'éoliennes. Donc quand elle utilise le terme d'anarchique, je pense qu'elle ne connaît pas d'ailleurs le sens, y compris historique de ce mot, mais c'est faux. On est dans un pays qui est en état de droit et on n'installe pas des éoliennes. Et elle appelle à un développement harmonieux de l'éolien. Oui, mais c'est déjà largement en partie le cas. Et l'autre problème qu'on a en France, c'est qu'on a 0 éolienne offshore. Alors qu'on a la deuxième
Zéro, une expérimentale en Pays de la Loire. Et donc, si vous ne faites pas d'éoliennes offshore, évidemment, la concentration de l'éolienne se fait au sol. On va terminer ce tour de table quand même pour les impressions prie, que vous a donné peut-être Jean-Louis Buttré, le discours d'Elisabeth Borne qui a un peu pris tout le monde de court, il faut le dire. C'est très repris cette audition au Sénat mardi. Je pense d'un seul coup, elle se met à réaliser qu'on a déjà 8000 éoliennes, qu'il y a des gens qui protestent partout, que c'est au bord de la révolte, qu'il y a des régions entières, et je pense aux Hauts-de-France, où des présidents de région se déchaînent en disant « je n'en veux plus », ou au contraire ceux de l'Ouest, comme Dominique Bussereau, qui vous dites les promoteurs, c'est pour vous répondre à cette planification, comme vous dites, en réalité se comportent comme des, et je cite, des gens sans foi ni loi. Donc si vous voulez, c'est actuellement, il y a sur la France une emprise d'une industrie, et je ne lui veux pas de mal, simplement une industrie qui veut mettre de force des éoliennes sur la France et qui fait tout ce qu'il faut au point de vue marketing pour y arriver, c'est normal. On ne fabrique pas ces machines. Donc actuellement, l'industrie allemande déverse sur la France, quand on dit 10 000 éoliennes, il faut multiplier par 3 millions, c'est 30 milliards d'euros de marché. Il est normal que les industriels se disent je vais prendre le marché, donc ils jettent sur la France tout un tas de prospecteurs. C'est intéressant le sujet que vous posez, évidemment on va vous laisser répondre. Sur des cibles qui sont des cibles faibles. C'est quoi? C'est des agriculteurs ou des propriétaires de terrain qui louent un terrain et aujourd'hui vous louez n'importe quel terrain de France pour 10 000 euros par an. Et ensuite vous avez une mairie, et surtout dans des coins pauvres, où vous le dites il va y avoir une taxe et tous les maires signent. C'est-à-dire qu'on a lancé, on a jeté en pâture sans aucune planification ni rien, en pâture des promoteurs sur le territoire qui font leur travail. Frédéric Lenoë. Oui, écoutez, moi je suis sidéré par ce que j'entends, parce que non seulement vous êtes climato-sceptique, vous avez écrit un livre sur le réchauffisme, monsieur Prudhomme, mais en plus vous voulez saper l'industrie française. Donc ça je comprends pas. Qu'est-ce qui va nous rester, vous c'est quoi le monde que vous voulez? Vous voulez le monde de l'après-guerre, les centrales nucléaires, qu'on les relance, ça coûte 2 fois plus cher. Ça coûte 2 fois plus cher l'énergie qui sort du nucléaire moderne que d'une éolienne. Non, il faut réaliser que l'éolien français crée chaque année l'équivalent d'un Fessenheim en emploi. Un Fessenheim en emploi. Donc qu'est-ce qu'on veut? Moi, je suis à la tête d'une entreprise qui emploie 260 personnes. Une entreprise française, monsieur, qui est à Bordeaux. L'année dernière, j'ai recruté 60 personnes, plus 30%. Vous en connaissez beaucoup, des industries. Alors qu'est-ce que vous proposez aux jeunes de France? D'aller pointer à Pôle emploi? Rémi Prudhomme, peut-être? Est-ce qu'on va continuer à exporter notre énergie, à importer notre énergie des pays pétroliers, de déstabiliser la planète? Non, je pense qu'il faut être clair. C'est votre opinion, une opinion du 21e siècle. Quand vous regardez les sondages des Français, sondage après sondage, OpinionWays, Harris, 73 à 77% de gens pour l'éolien. Et quand vous regardez les riverains, il y a la moitié d'entre eux qui deviennent pour après l'installation. On passe à 80%. Donc excusez-moi, vous ne représentez que vous-même et quelques châtelains. Il ne faut pas que la ministre se trompe. Vous permettez que je réponde, monsieur Prudhomme, parce qu'il y a des attaques personnelles. On est des châtelains. On est des pro-nucléaires. Je dis que vous représentez des châtelains, c'est vous-même, je ne sais pas. On est des pro-nucléaires et des climato-sceptiques. Donc la technique de ce monsieur, c'est quoi? C'est exactement ne pas vouloir parler des problèmes de l'éolien, c'est une technique bien connue, et détourner la conversation sur d'autres sujets. Que proposez-vous pour combattre le réchauffement climatique? Je vous écoute. Mais on n'est pas là pour parler du réchauffement. Et si on pouvait avancer sur le fond? On est là pour parler de l'éolien. Monsieur, l'éolien, actuellement, les 1400 associations qui sont à la Fédération environnementale ne peuvent plus voir en peinture l'éolien. C'est des gens qui se plaignent, c'est des gens qui gorment plus. Alors vous allez me dire, bon, c'est des gens, etc. Bon, d'accord. Je représente 1000 industries, 1000 entreprises en France. Vous avez derrière maintenant... On va laisser répondre Rémi Prudhomme, s'il vous plaît. Il a été lui aussi interpellé directement. Rémi Prudhomme. Oui, d'abord, je dirais que moi, je n'ai aucun conflit d'intérêt. C'est-à-dire que je n'ai jamais touché le moindre sou de quiconque pour avoir des opinions sur ce thème. Ça, c'est dit. Ce n'est pas le cas de la plupart des gens qui défendent les éoliennes. Ils gagnent leur vie, très bien, on ne leur reproche pas. Mais il y a tout de même une différence entre quelqu'un qui est un universitaire, qui tire ses revenus de sa retraite de professeur et qui a réfléchi toute sa vie, qui a une information et donc qui mérite d'être pris en considération. Ça, c'est un premier point. Alors, comme je suis économiste, les questions de coût m'intéressent particulièrement. Et j'ai entendu 2 ou 3 choses qui sont fausses. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Premièrement, dire que
la France importe des combustibles fossiles pour son électricité, c'est un mensonge. Nous n'importons rien du tout. Au contraire, le fait de construire des éoliennes et des panneaux voltaïques nous amène à importer beaucoup de choses de l'extérieur, puisque tous les panneaux sont fabriqués en Asie et que à peu près toutes les éoliennes sont fabriquées en Allemagne ou au Danemark. Donc, du point de vue du commerce extérieur, ce que vous avez avancé est complètement inexact. Un deuxième point concerne le coût. Quand vous dites que le coût est alors, il y a un deuxième point qui concerne le CO2. Vous dites pourquoi est-ce que l'on veut faire des éoliennes? Pour lutter contre le CO2. On ne peut pas imaginer quelque chose de plus absurde parce qu'on ferme des centrales nucléaires pour mettre des éoliennes à la place. Les éoliennes ne rejettent pas de CO2, mais les centrales nucléaires n'en rejettent pas non plus. Alors, donc nous n'allons pas, avec des éoliennes, réduire d'1 kilogramme les rejets de CO2 de la France. Je vais laisser la parole à David Cormand dans un instant. Je voudrais juste qu'on écoute le chef de l'État, parce que lui aussi, Emmanuel Macron, il y a quelques semaines, a fait part de son scepticisme sur l'éolien. On écoute, on réécoute ces mots et je vous fais réagir. Le consensus sur l'éolien est en train de nettement s'affaiblir dans notre pays. Il y a l'éolien offshore qu'on a développé et relancé très fortement, mais de plus en plus de gens ne veulent plus voir d'éolien près de chez eux, considèrent que leur paysage est dégradé, ne veulent plus avoir de l'éolien qui s'installe. Je regarde les choses comme vous, telles qu'ils se passent du territoire. Il ne faut pas l'imposer d'en haut. Il y a une petite musique qui commence à circuler sérieusement, David Cormand. Oui, mais vous savez, les lobbies dans cette affaire sont très puissants. Quand on entend la question des industries éoliennes, d'abord, il y en a des entreprises qui fabriquent des éoliennes. Mais il y en aurait pu en avoir davantage. Il y avait une entreprise qui s'appelle Alstom qui produisait des éoliennes, qui a été scindée en deux et dont on a cédé la partie énergétique à General Electric. Il y a même Areva, qui depuis a fait faillite, qui était spécialisée dans le nucléaire, mais qui s'était mise à construire des éoliennes. Qu'est-ce qu'on a fait? Elles ont vendu la dimension éolien à Gamesa et à Siemens. Ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, il y a un enjeu industriel pour la France d'avoir un géant de la fabrication éolienne. Et puis après, il y a la question du coût. Vous savez, j'habite en Normandie, je vous parlais tout à l'heure du Mont-Saint-Michel. On a un fleuron de l'industrie française en Normandie. C'est la centrale nucléaire de Flamanville, notamment ces fameux réacteurs EPR, qui sont tellement un fleuron que là, on nous annonce qu'elle devait coûter 3 milliards, ce réacteur. Aujourd'hui, on est à 12,9 milliards. Ouais. Elle devait ouvrir en 2012. Aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va ouvrir. Donc il y a une catastrophe industrielle en France en ayant investi dans le nucléaire. Qui plus est, ce n'est pas une autonomie énergétique pour la France. On ne produit pas 1 gramme d'uranium en France. Donc c'est aussi des importations. Quant à l'importation, pourquoi on a une balance commerciale déficitaire en France? Parce qu'on importe des milliards et des milliards d'énergie fossile, certes pas pour produire de l'énergie, mais pour l'essentiel de notre consommation énergétique. Et donc oui, une transition énergétique, ça veut dire des économies d'énergie, c'est énormément d'emplois, et des énergies renouvelables. Et la France est en train de prendre un retard, et moi je suis très inquiet d'entendre le chef de l'État raisonner comme au XXe siècle. Il est censé être assez jeune, et il a une vision très passéiste des choses. Jean-Louis Buttret et ensuite Frédéric Lanoé et ensuite on va en salle des conférences. J'aimerais bien qu'on revienne à l'éolien parce qu'on divague sur d'autres sujets. Ça pourrait être tous les liés, vous pouvez pas couper l'éolien. On divague sur d'autres sujets, vous bloquez la parole sur d'autres sujets. Alors allons-y. Ne perdons pas de secondes précieuses. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une éolienne au point de vue écologie? C'est une usine électrique. Ça commence par 2500 tonnes de béton qui ne seront jamais enlevées du sol. Ensuite, un mât, etc. Vous avez une nacelle. Écoutez, je peux parler sans... Allez-y. C'est gentil. Donc, une nacelle, 70 tonnes de matériel électrique avec des produits pas tous sympathiques. Il y a des terreurs de temps en temps, même souvent. Jean-Louis Buttret, allez-y. Je ferai la même chose. Ensuite, vous avez des pales dont plus personne ne sait quoi faire, puisque c'est des pales en plastiques spéciaux, c'est-à-dire des époxys, bisphénol, etc., condensés. Et ensuite, vous mettez des fibres de verre ou des fibres de carbone, ce qui fait que les Allemands ne savent pas quoi en faire. Ils les mettent
Ils disent on va les mettre dans les décharges africaines. Et les États-Unis, alors eux, c'est bien connu, il n'y a pas de problème. L'écologie, il n'y a pas un problème. On creuse un trou, on met les pales. Et les Français, aujourd'hui, ne savent pas quoi en faire. Mais j'aimerais avoir votre solution, du coup. C'est quoi la solution? En plus, mais c'est pas à moi de donner la solution. Quand on commence, on a 8000 machines aujourd'hui qui tournent. 90% d'une éolienne est recyclable. Non, monsieur, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Les pales, c'est un mensonge. On peut les mettre dans les granulats du bâtiment. Écoutez, c'est une question. Mais des terres rares, il y en a plus dans vos téléphones portables. Et c'est un millième du poids. Les sommes. Donc, le béton, raisonnable. 10 tonnes. Non, moi je. Un dernier mot et on met de l'argent de côté pour le démantèlement. Non, vous connaissez pas le sujet. Notre fédération propose un démantèlement total de la souche. Permettez-moi. Alors, je ne peux pas vous laisser dire ça parce que moi je suis un industriel, donc je sais de quoi je parle. Excusez-moi. La question à la veille des municipales, c'est qu'est-ce qu'on propose à nos campagnes? Qu'est-ce qu'on propose à la diagonale du Ville? Est-ce qu'on veut remettre sur là où il y a des centrales nucléaires, des EPR, reconcentrer notre énergie pour 2 fois plus cher? Ou est-ce qu'on veut réenchanter la ruralité? Parce qu'une éolienne qui s'installe, par exemple dans l'Inde, demandez à Jacques Pallas, c'est 300 000 € pour les territoires locaux. C'est 150 000 €. Et ils viennent d'où, un parc, alors, c'est 150 000 €. C'est intéressant que vous commenciez à parler de témoignages parce qu'on en a un. C'est celui d'un sénateur qui représente ses électeurs, ses habitants. C'est Michel Canveil, les sénateurs centristes du Finistère. Il est en salle des conférences avec Alexandre Poussard. Il va nous dire ce que pensent les habitants. Michel Canevet, est-ce que vous ressentez dans votre département, le Finistère, est-ce que vous ressentez ce rejet des éoliennes terrestres par la population? Alors oui et non. Il y a certains endroits dans le département où effectivement on voit qu'il n'y a pas d'acceptabilité de la part de la population et puis d'autres endroits où finalement ça se passe plutôt bien. J'ai par exemple en tête le premier parc photovoltaïque du Finistère. Il a été installé voilà près d'une vingtaine d'années. Il a fait l'objet très récemment... Parc éolien. Oui, parc éolien. Parc éolien, pardon. Oui. Il a fait l'objet très récemment d'une refonte totale. Eh bien, le temps que les éoliennes n'étaient plus dans le paysage, les habitants étaient très étonnés et se demandaient même si elles allaient revenir. S'inquiétant de cela, ça veut dire que ils se sont habitués et finalement ils s'adaptent très bien. Et sur ce parc éolien, par exemple, il n'y a eu rigoureusement aucun recours. Et puis il y a d'autres endroits où c'est beaucoup plus compliqué parce que les riverains, en général, quand ils sont assez proches, n'acceptent pas. Donc le problème, c'est le développement anarchique. Il y a un développement anarchique sur votre territoire? Alors chez nous, dans le Finistère, par exemple, ça a été pensé parce qu'il y a eu plusieurs schémas éoliens qui avaient été créés, donc qui définissaient des zones où on pouvait les mettre. Mais on s'aperçoit qu'avec les règles qui ont évolué, c'est de plus en plus contraignant. Et aujourd'hui, je crois qu'il est de plus en plus difficile, effectivement, de trouver des endroits où il y ait cette acceptabilité, tout simplement parce que les meilleurs endroits ont été occupés et les autres sont assez proches des habitations. Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a plus de place, en tout cas chez vous, pour construire des éoliennes. Ça va être difficile, effectivement, d'en construire de nouvelles. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est de les remplacer par des matériels beaucoup plus performants, qui sont beaucoup plus productifs. Ça, je crois que ça permet d'atteindre des objectifs de productivité qui soient meilleurs. D'accord, donc jouer sur les matériels. Alors, il y a une autre alternative à l'éolien terrestre, c'est l'éolien offshore, l'éolien en mer. Est-ce que la France l'a assez développé aujourd'hui? Alors, pas du tout. La France ne l'a pas développé du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que depuis 2012, où nous avons décidé les premiers parcs éoliens en France, il ne s'est rien passé. Nous sommes 8 ans après, nous sommes en procédure constante. Il y a des recours contre tous les projets, c'est pas acceptable. Quand on voit dans les autres pays européens, l'Angleterre, le Danemark, même la Belgique, qui a quelques centaines d'éoliennes en mer, de constater que nous, avec le littoral aussi étendu que nous avons, que nous ne soyons pas capables d'avoir autre chose qu'une seule éolienne d'essai actuellement, c'est proprement scandaleux. Donc moi j'appelle à ce que, effectivement, des mesures soient prises pour que nous puissions développer l'éolien en mer, parce que l'éolien en mer répond à des impératifs de production d'énergie renouvelable. Très bien. Merci beaucoup Michel Canevet d'avoir répondu à mes questions. Beaucoup de choses intéressantes et vous voulez tous réagir, je l'entends parfaitement. Rémi Prudhomme. Je voudrais revenir sur la question des coûts. Attendez, c'est une réaction à ce que vient de dire le sénateur ou pas? Parce que dit le sénateur. Oui. Donc vous pouvez d'abord rebondir. Alors je vous en prie, je donne la parole. Réaction. Clairement, qu'est-ce qu'a dit ce monsieur? Il y a des endroits où ça marche et des endroits où ça ne marche pas. Il y a des schémas pour ça. Il y a une enquête publique. Donc la voix des riverains, elle est écoutée. Et à la fin, la question c'est comment on va faire pour rejoindre un peu le peloton européen. On a 7% de notre électricité. En Europe, c'est plutôt 15%. Et moi, je vois 2-3 mesures. Il faut être constructif. Il y a effectivement 2-3 mesures.
Il est faux de dire tous les endroits où on pouvait en mettre sont occupés. Parce que maintenant, on a des éoliennes avec des très grands rotors. On peut baisser encore le prix de l'énergie. On peut aller dans des endroits où il y a 10 ans, on ne pouvait même pas rêver d'en mettre. Donc il faut trouver une façon, et on a proposé des choses à la ministre, pour les répartir géographiquement. 2, il faut adresser un sujet qui présente une gêne pour les riverains. Moi, je ne suis pas non plus jusqu'au boutiste. C'est l'éclairage la nuit. L'éclairage la nuit, il faut travailler là-dessus. Il y a des systèmes qui peuvent détecter les aéronefs et allumer seulement si et seulement si les éoliennes à ce moment-là. Donc il y a des mesures pour favoriser un rattrapage de la France et une décarbonation de notre électricité. Rémi Prudhomme. On se paye la tête déjà. Attendez, non, Rémi Prudhomme, s'il vous plaît. Rémi Prudhomme d'abord. Je veux revenir sur la question du coût. Les auditeurs ne savent peut-être pas que l'éolien et du reste le solaire ont été construits de façon suivante. L'État, EDF, s'engage à payer à quelqu'un un prix élevé la totalité de ce qu'il produit. Pour un industriel, c'est le pied. Vous produisez, on vous achète. Vous avez passe par des appels d'offres. Laissez-moi parler. On passe par des appels d'offres. Laissez-moi parler. Pour un industriel, c'est le pied. Vous produisez, on vous achète à coup sûr, et en plus à un prix très élevé. Pourquoi très élevé? Parce qu'il a été subventionné. Mais non, on peut pas. Non, excusez-moi, je peux pas vous laisser savez dire aussi ça. bien que très élevé. Le prix sorti des appels d'offres est à 55-60 euros le mégawattheure. Le nucléaire est à 100-110 euros le mégawattheure. Ce prix a été extrêmement élevé en France. Désolé. Plus encore à l'étranger. Non, je voudrais pouvoir tout de même, Monsieur défend son beefsteak. C'est normal. Je le comprends. Ça va aller très très vite. Je le comprends. Moi, je suis économiste. Je défends l'intérêt économique de la France. À l'heure actuelle, faire la révolution industrielle du moment. On va le laisser terminer parce qu'il nous reste peu de temps. À l'heure actuelle, l'éolien et le solaire sont subventionnés à hauteur de 7 milliards par an. C'est beaucoup. C'est le budget du ministère de la Justice. Non, laissez-le finir, s'il vous plaît, parce qu'on va pas y arriver. C'est le budget du ministère de la Justice. Dans un pays comme l'Allemagne, qui en effet a beaucoup plus d'éoliennes que nous, savez-vous combien les Allemands paient leur électricité? Exactement le double de l'électricité que nous Jean-Louis payons. Butré, est-ce que l'éolien offshore, c'est l'avenir? Je ne parle pas d'éolien offshore parce que je n'ai pas eu le temps de parler de l'éolien terrestre. Moi, je défends des gens qui actuellement sont en train de souffrir partout en France, qui n'en peuvent plus. Vous avez qu'à regarder les articles partout, il y a un rejet de l'éolien. Ils n'en veulent plus parce qu'ils sont malades. Et alors, vous allez me dire, bon, c'est encore des... Mais il y a même des animaux actuellement. On ne peut pas dire que les animaux soient antinucléaires ou pro-nucléaires. On constate qu'actuellement, partout en France... Vous dites qu'il y a un problème sanitaire? Il y a un vrai problème sanitaire. Il n'y a aucune étude scientifique, je le dis pour nos téléspectateurs. Pour l'instant, il n'y a pas d'étude scientifique qui le prouve. Avec les lumières en disant, oh ben il y a un peu d'ISCO, on va les faire un peu moins. Puis alors pour la sécurité du territoire, la sécurité du territoire. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Si. La sécurité du territoire, vous permettez que j'en parle? Quand vous osez demander qu'on éteigne les éoliennes parce que finalement ça gêne. Oui, parce que des radars permettent de détecter les avions. C'est pour ça que je vous le dis. C'est ce qui se fait dans d'autres pays. Ça veut dire que l'éolien passe avant la sécurité du territoire. Alors moi je veux David Cormand, s'il vous plaît, sur la question sanitaire. C'est aussi une petite musique qui circule beaucoup. Est-ce que oui ou non les éoliennes... Il n'y a aucune étude qui démontre ça. L'Académie de médecine s'est prononcée. Il y a une question sur la biodiversité. C'est-à-dire qu'en fait, il faut réfléchir à l'endroit où on les met pour pas que ça rentre en conflit avec notamment les oiseaux migrateurs et tout ça. Mais ça, c'est des études qui sont prises en compte avant l'implantation d'éoliennes. Donc il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il s'agit, comme toute installation industrielle, il s'agit de voir où on le met pour pas déranger les gens, pour pas qu'il y ait d'effets sur la vie du quotidien et pour pas qu'il y ait d'effets négatifs sur la biodiversité. Je voudrais dire une chose sur l'acceptabilité parce que c'est le sujet. En Allemagne, quand ils ont commencé à développer les éoliennes, il y a eu ce problème d'acceptabilité. Comment ils ont résolu le problème? En créant des coopératives, y compris avec les habitants, qui étaient partie prenante du projet. C'est-à-dire qu'investissaient en tant que citoyens dans le projet d'implantation et qui avaient un retour sur bénéfice. Et là, curieusement, ça se passait mieux. Et c'est normal. Si vous avez un EDF qui arrive, qui dit « c'est moi qui installe à mes conditions une fois que j'ai rempli le cahier des charges et c'est moi qui ai le retour sur investissement », c'est évidemment plus compliqué d'accepter. Donc il y a eu un problème de méthode alors? Oui, parce que l'avantage de l'éolien, c'est qu'on peut avoir une production décentralisée. Et donc ça c'est très bien. C'est-à-dire d'irriguer, aujourd'hui avec le nucléaire, en dehors des autres problèmes, c'est une zone géographique qui bénéficie de l'installation industrielle. Avec l'éolien, on peut diffuser, ça beaucoup de zones rurales, ça a une activité économique supplémentaire, à condition qu'il y ait un retour
y compris financiers, pour les riverains et les habitants des villages Et il y en a de plus en il nous plus. reste une minute, En Frédéric. Bretagne, il y a le parc de Bégane et il y a 1000 citoyens qui détiennent le parc. Le phénomène de financement par la foule, il va croissant. Et c'est des parts très significatives qui sont maintenant financées par les riverains. Donc c'est ça l'enjeu, c'est l'appropriation. Et on sent quand même qu'il y a beaucoup de tensions et que ça suscite des réactions. Regardez le sondage. Le ulcérées, sondage, donc c'est que- 80% des C'est Français vos sont pour. sondages. Et je pense qu'il faut que les hommes politiques voient ça. Ce qui Il y a un monte vrai dans les problème d'acceptabilité préoccupations, quand même. On l'entend c'est le sur les réchauffement plateaux. climatique. Donc comment on le fait? Comment on adresse ce point du réchauffement Vous climatique? dites, c'est par vos techniques de blocage de la parole, d'essayer de... Il vous reste 20 secondes, Jean-Louis Butré, si vous voulez conclure. Jean-Louis Butré. Je conclus. La Fédération Environnement d'Europe se battra pied à pied, éolienne contre éolienne, parce que les gens n'en peuvent plus. 1500 associations de braves gens ruraux, on vient embêter. Actuellement, l'idée, c'est peut-être il y en a trop dans les Hauts-de-Seine, on va les déverser sur des zones biologiquement, biodiversiquement, et ça c'est un vrai scandale à les mettre dans la forêt. Et on doit s'arrêter là. Ils n'en veulent pas. Ils crèvent du réchauffement climatique. Personne, vous permettez que je Non, parle. on vous mettra pas d'accord. Désolé, c'est la Personne. fin de ce débat. Je suis désolée, merci infiniment en tout cas d'y avoir participé. LPL continue avec le match des idées et un autre grand débat. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Public Sénat. Allons plus loin encore ce soir. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Voici le programme, c'est parti. Dans une demi-heure, notre grand débat. Nous reviendrons sur la fermeture du réacteur numéro 1 de la centrale de Fessenheim, la plus vieille du pays. C'est une étape majeure et symbolique, une page qui se tourne dans l'histoire du nucléaire français. Qu'est-ce que ça dit de l'avenir de notre énergie? Quel risque pour les emplois? #LPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons aussi, et comme tous les soirs, très régulièrement en salle des conférences pour faire réagir sénateurs et sénatrices. Ce sera à votre micro, Alexandre Poussard. Et oui, Rebecca, et cette fermeture de la centrale de Fessenheim aura des répercussions économiques sur tout un territoire. On en parlera avec le sénateur alsacien Claude Kern. A tout à l'heure, notre match des idées d'abord. Confrontation de points de vue ce soir entre Isabelle Tisse-Saint-Jean et Olivier Babot. On va s'arrêter sur cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 10e journée de grève interprofessionnelle et de manifestation. Hier, la CGT a claqué la porte de la conférence de financement. Elle dénonce un compromis impossible. Et les débats à l'Assemblée sont particulièrement tendus. Vous allez le voir dans ce sujet de Pierre-Henri Holderbaum. S'il vous plaît, commencez pas. Vous aurez des heures, des jours et des nuits pour vous ébrouer dans la démocratie. Un début de semaine sous haute tension à l'Assemblée nationale, lors du premier jour de l'examen sur la réforme des retraites. Une tension qui demeure dans l'hémicycle, comme en témoigne cet échange entre le président de l'Assemblée et le patron de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas répéter les arguments Sur du quel président. fondement vous... Le bon, Monsieur le Président. Oui, ben vous allez le démontrer avant de l'évoquer. Non, je ferai bien comme je l'entends. Ben non, parce que quand on fait un rappel au règlement, le fond en droit. Monsieur le Président. Ici, ce n'est pas un meeting, c'est l'Assemblée nationale. Les débats sur la réforme des retraites stagnent sous le poids des milliers d'amendements déposés. Les députés ont discuté pendant 3 jours sur le seul titre du projet de loi et commencent seulement à examiner l'article 1. Comme pour ajouter à la confusion, la numéro 2 de la CGT, Catherine Perret, annonce hier le retrait du syndicat des négociations de la commission de financement des retraites. Le compromis n'est pas possible et on n'a plus rien à faire à cette conférence des financements. On n'a pas de temps à perdre. Par contre, on va organiser notre propre conférence parce que nous avons des propositions en matière de financement très sérieuses et qui sont d'ailleurs partagées au sein de l'intersyndicale et on va l'organiser dans tous les territoires. Du côté du gouvernement, on déplore le départ de la CGT, une décision qui ne surprend pas. Face à l'enlisement parlementaire du dossier, le gouvernement n'exclut plus totalement l'hypothèse de l'utilisation de l'article 49.3. Comme vous le savez, le 49.3 est un outil constitutionnel et à ce stade, la Constitution n'a pas bougé sauf erreur de ma part. La volonté du gouvernement est évidemment que nous puissions avoir un débat qui soit le plus serein possible. Mais vous aurez remarqué qu'il n'est pas de notre fait, mais de celui de la France Insoumise et du groupe GDR à l'Assemblée nationale qu'il y ait cette forme d'obstruction. La porte du 49.3 ouverte et l'hypothèse d'un passage en force du gouvernement plane désormais sur les débats.
Avec nous pour le match des idées ce soir, Isabelle Tisse-Saint-Jean, bienvenue. Vous êtes économiste, professeure à l'université Paris 13 et conseillère régionale PS d'Île-de-France. Olivier Babot, bienvenue à vous également. Vous êtes président fondateur de l'Institut Sapiens, professeur à l'université de Bordeaux. Merci à tous les deux d'être ici. On voit que ça coince dans la rue, on voit que ça coince à la conférence de financement, on voit que ça coince très très sérieusement aussi à l'Assemblée nationale avec plus de 41 000 amendements. Est-ce que vous voyez une issue, Isabelle Tisse-Saint-Jean ? C'est compliqué là, franchement. Ça faisait un moment qu'on pense que c'est très 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 compliqué et qu'on voit vraiment plus du tout où nous emmène le gouvernement. Alors donc ils essayent. Là j'entendais Sibeth Ndiaye qui essaye le tour de passe-passe habituel de judo, de crier à l'obstruction. Mais enfin, faut remettre les choses à leur place. La réalité, c'est qu'on a une réforme qui n'a l'adhésion qui est très très minoritaire en termes d'adhésion dans le pays, qui a quand même fait l'objet d'un rapport, d'une sévérité de la part du Conseil d'État, qui est une réforme qu'on nous a vendue comme absolument nécessaire. Mais en fait, on y reviendra peut-être, c'est pas réellement le cas. Qu'on nous a vendue comme juste, on se rend compte que la réalité de la justice sociale dans l'affaire est quand même vraiment sujette à caution. Qu'on nous a vendue comme plus simple, alors que personne ne comprend rien et que surtout elle est absolument pas évaluée, qu'il y a des trous dans la raquette absolument effrayants et que tout ça se passe dans une précipitation. Le gouvernement a voulu accélérer les choses après un processus quand même de concertation qui n'a pas abouti, on le voit bien, avec les partenaires sociaux. Maintenant, et le MEDEF et la CFDT n'en veulent plus, sont de plus en plus virulents. Donc personne dans les partenaires sociaux n'en veut, il n'y a pas d'adhésion. Vous avez un mouvement qui a duré quand même de manière incroyable dans la rue. C'est vrai que ça arrive. Et juste le dernier truc, le processus parlementaire, ils ont voulu aller dans un processus accéléré, ce qui forcément conduit à une situation où ça se passe très très mal et la qualité en plus des débats, franchement la possibilité pour l'opposition de faire entendre sereinement ses positions n'est absolument pas assurée. Donc, alors deux choses, donc, puisque vous parliez du MEDEF, le MEDEF a effectivement fait pression cette semaine. Olivier Babot, dans les Échos, Geoffroy Roux de Bézieux pose des conditions et dit « Le MEDEF n'était pas demandeur d'un système universel, nous aurions préféré 3 régimes distincts, un pour les indépendants, un pour les salariés du privé et un 3e pour les fonctionnaires. Si nous n'avons pas de réponse à nos craintes sur ces 3 points, je m'opposerai à cette réforme. » Oui, c'est assez révélateur du problème. Alors, on avait un système, tout le monde s'accordait à dire qu'il posait un problème de justice, qu'il posait un problème de lisibilité et un problème de soutenabilité, d'équilibre. Bon, ça c'était certain, sauf qu'on s'est engagé dans cette réforme probablement avec une préparation insuffisante, c'est-à-dire sans savoir au juste ce qu'on voulait faire, sans savoir au juste d'ailleurs l'expliquer, et ça se voit aujourd'hui dans le flou absolu dans lequel Jean-Paul Delevoye a travaillé 2 ans pour rien. Mais peut-être que malheureusement ça n'a pas été suffisamment bien préparé. Et on a attaqué cette réforme qui devient le révélateur de beaucoup de choses qui n'avaient pas été réglées avant. Le problème de la rémunération des enseignants en France, qui fait partie des plus bas de l'OCDE. Tout d'un coup, évidemment, c'est venu à la faveur de cette réforme. Le problème de la pénibilité, qui était un problème qui était latent depuis très longtemps. Le problème, évidemment, du rapport entre employeurs et employés, du type de financement et du départ plus ou moins anticipé donc ça a révélé en retraite. Plein de problèmes sans régler ça a révélé des problèmes. Donc, il aurait fallu régler au préalable. Et donc, une réforme de cette taille, de cette intensité, il aurait fallu qu'elle soit beaucoup plus préparée, qu'elle engage un vrai dialogue social qu'on n'a pas pu faire. Parce que pendant 2 ans, on a dit il y a eu un dialogue, il y a eu une préparation. Non, personne n'a vu le dialogue et on a commencé, comme toujours en France, avec des blocages. Mais alors c'est quoi la suite? C'est le 49.3. Richard Ferrand a ouvert la séance tout à l'heure en disant on en a pour jusqu'à fin juillet si on continue à se... On a un effet symbolique extrêmement terrible, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'engagement. Si l'État recule, l'idée c'est extrêmement difficile d'un point de vue politique d'afficher une reculade sur ce sujet-là. Situation inextricable pour le gouvernement. C'est pas inextricable, mais ça va être très difficile. Il va falloir déminer un à un tous les sujets. Il y a des choses qui sont possibles. Le MEDEF a bien expliqué qu'effectivement c'était peut-être pas le meilleur des systèmes. On aurait peut-être pu imaginer un système avec 3 possibilités, que maintenant il faut éclaircir des choses sur la pénibilité, sur le financement et sur le mode de gouvernance. Isabelle Tisse-Saint-Jean. Ouais, non, je crois qu'ils ont voulu faire 3 choses simultanément. Ils ont voulu faire 3 choses simultanément, c'est-à-dire à la fois une réforme en termes d'équilibre financier. Là, j'ai un vrai désaccord avec vous. Ça n'est pas vrai qu'elle était absolument nécessaire. C'est pas vrai. Le rapport du COR montre qu'il y a un déséquilibre en 2000
2025, mais à hauteur quand même de 8-17 milliards par rapport à 300 milliards qu'on peut très bien compenser par différents moyens. Donc non, elle n'était pas absolument nécessaire, mais il fallait quand même traiter des questions ponctuelles. Il y a ensuite une réforme d'universalisation, mais qui pose, si on veut vraiment faire une universalisation, comme vous l'avez dit à juste titre, des problèmes majeurs, ne serait-ce que pour les fonctionnaires d'un côté et pour les indépendants, les agriculteurs de l'autre. Et puis, il y a une troisième réforme qui est la mise en place d'un système par points. C'est trois choses différentes. Ils ont voulu tout faire en même temps avec des espèces de slogans complètement creux. C'est plus simple, c'est plus juste, c'est nécessaire, circuler, il n'y a rien à voir. Et au bout d'un moment, avec 29 ordonnances, un texte à trous, l'opposition qui dit mais écoutez, répondez-nous, ça donne la situation dans laquelle on est. Et donc nous, les socialistes, le groupe socialiste, demande une commission d'enquête sur l'évaluation, les fameuses 1000 pages à évaluer en 5 jours. Mais de qui se moque-t-on ? De qui se moque-t-on ? Donc on demande une commission d'enquête de façon à ce qu'on puisse regarder ce qu'il en est, parce que c'est quand même 14% du PIB. 14% du PIB, et ça concerne tous les Français. Donc Olivier là, Babot, franchement... je vous laisse répondre et on passe au deuxième thème ensuite. Oui, il y a une très fameuse loi des sciences cognitives qui veut que l'on croit ce qu'on craint. On croit ce qu'on craint, et que quand on ne sait pas quelque chose, évidemment, quand on ne voit pas quelque chose, quand on a peur en fait de ce qu'on ignore. Et la réalité aujourd'hui, c'est que chaque Français se demande en fait quel est le loup, à quelle sauce il va être mangé. Je crois que c'est ça qui détermine aujourd'hui le point de blocage absolu. Et qui fait que dans les sondages aujourd'hui, on a une opposition qui est assez forte à cette réforme. C'est ce manque de visibilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas su expliquer en quoi le système allait être soit neutre, soit plus juste, soit déterminer des types de solidarité qui existent, qui sont réels, avec des avancées qui sont quand même notables, sur les retraites minimales par exemple, sur la façon dont vous allez acquérir le point, sur le fait que vous n'allez pas perdre vous n'allez pas perdre des heures de travail sous prétexte que vous n'avez pas validé le trimestre, etc., avec des avancées qui sont réelles, et qui font qu'on ne voit pas ces avancées, et qu'aujourd'hui domine le doute et donc la méfiance. Oui, mais sur chacune de ces avancées, en fait, on pourrait y revenir, et il y a un loup derrière. Donc c'est plus des loups, là, c'est des meutes de loups, c'est des meutes de loups. Parce que, franchement, à chaque fois que vous prenez un sujet, en fait, on se rend compte que, non, c'est plus compliqué. Les femmes, on devait y gagner. Non, finalement, on y perd. Les retraites, le retraite minimale, il faut quand même une carrière complète pour en bénéficier. Et qu'est-ce que veut dire une carrière complète ? Donc à chaque fois qu'on prend un point, on se rend compte quand même, et puis surtout, on se rend compte que là, il va y avoir une baisse globale. C'est ça qu'on finit par comprendre, une baisse globale du montant que l'on accepte collectivement de dépenser dans les retraites, alors qu'on a plutôt une pression démographique à la hausse. Donc ça veut dire que mécaniquement, oui, les Français ont raison de s'inquiéter sur leur retraite. Un tout petit mot. Très rapidement, sur le montant, il faut rappeler que ce système par répartition, on l'a voulu, on l'a eu. C'est un système qui est fermé. Vous avez d'un côté des gens qui cotisent, de l'autre côté des pensions, et le tout est accordé par le nombre qu'il y a entre les deux. Évidemment, le nombre relatif. Il n'y a pas d'entrée extérieure dans le système. Il n'y a pas de capitalisation. Oui, mais donc à un moment donné, si vous êtes moins nombreux à cotiser, plus nombreux pensionnés, il va falloir accorder, et malheureusement l'évolution démographique fait que compte tenu aussi du taux de chômage et de la durée de vie, on a un peu moins d'argent. On poursuivra ce débat en dehors de ce plateau. Il y a une fameuse règle d'or. On a un deuxième thème de match ce soir, c'est le marché automobile européen en souffrance. Les livraisons de voitures ont baissé de 7,4% sur un an. Ce sont des données publiées par l'Association des constructeurs européens d'automobiles. Le marché français n'est pas épargné. C'est même la France qui enregistre la plus forte baisse. Les immatriculations diminuent de 13,4%. L'Allemagne, c'est moins 7,3%, pour vous donner un exemple. La sénatrice Marie-Noëlle Lienemann a interpellé le gouvernement hier sur ce sujet. C'était dans l'hémicycle du Sénat. Mais ce soir, elle est au micro d'Alexandre Poussard en salle des conférences. Marie-Noëlle Lienemann, vous avez interrogé hier le gouvernement sur les difficultés économiques du constructeur Renault qui connaît de très mauvais résultats avec une chute de son chiffre d'affaires. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour l'emploi ? Oui, enfin, ce qu'il faut s'inquiéter, c'est des déclarations de la directrice générale de Renault qui dit qu'elle n'a pas de tabou quant aux fermetures de sites, que ce soit en France ou ailleurs. Alors d'abord, il faut quand même relativiser les difficultés de Renault, puisque sur les 5 dernières années ou les 10 dernières années, ils ont fait un bénéfice de plus de 10 milliards d'euros. Ils en ont d'ailleurs redistribué un tiers en dividendes. Et dès cette année, il y aura encore 312 millions de dividendes qui vont être versés. Donc on n'est pas au bord du gouffre.
souffre. Néanmoins, ce qui est alarmant, c'est que le chiffre d'affaires et les bénéfices ont baissé. Pourquoi ? Parce que Renault n'a pas fait les évolutions de gamme qui s'imposaient, en particulier pour une montée en puissance des hybrides, des multi-énergies ou de l'électrique. Il y a beaucoup de retard et de ce point de vue, et Renault est beaucoup plus touché que la plupart des constructeurs européens. D'une manière générale, les Français plus touchés. La deuxième raison où il faut s'inquiéter pour la France, c'est que la part de la production de Renault qui est faite en France a chuté de 43% en quelques années. C'est-à-dire qu'on a délocalisé. Et qu'est-ce qu'on a délocalisé ? Surtout les produits qui se vendaient bien, les voitures qui se vendaient bien. Donc là, l'État actionnaire aurait dû déjà réagir pour dire, vous prenez du retard dans l'évolution de la gamme, il faut aller vers les véhicules propres. Et deux, il n'est pas acceptable que ce soit la France qui trinque. Mais alors, est-ce que l'État actionnaire est assez puissant au sein de Renault pour peser sur la stratégie du groupe ? Il fait quand même 15%. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait davantage. Quand on me dit, en tout cas, il peut peser sur la stratégie du groupe, il peut aussi peser dans le cadre d'une politique industrielle qu'il faut soutenir, promouvoir, défendre. Et dans ce cadre-là, je suis un peu insatisfaite des propos de Monsieur le maire sur on va être vigilant. Non, il ne faut pas être vigilant, il faut être actif, efficace, faire des propositions. Et en particulier, l'absence de réponse sur va-t-on maintenir tous les sites en France m'inquiète énormément. Il faut que la France exige que des nouveaux produits, des nouveaux gabarits de voitures et des véhicules propres soient massivement produits en France. Très bien. Merci beaucoup Marie-Noëlle Lienemann pour vos réponses. Merci beaucoup Alexandre-Olivier Babot. Il faut rappeler que l'État est le pire des actionnaires. Il est affamé. Il est contradictoire, il est indécis, il n'a pas de vision industrielle. En fait, la réalité, c'est qu'il aurait mieux valu, sans doute, que depuis longtemps, l'État déguerpisse de Renault et laisse Renault, dont on sait pour quelles raisons historiques il est possédé en partie par l'État, n'est-ce pas, et laisse Renault se débrouiller. Alors, évidemment, il y a une erreur. Est-ce qu'il y a un effet Ghosn ? Peut-être pas encore complètement. Est-ce que c'est la conséquence de mauvais choix de Carlos Ghosn ? Ça, c'est possible. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est difficile pour toute l'industrie automobile. L'industrie automobile, aujourd'hui, elle est obligée de changer profondément de technologie, avec la fin prévue du modèle à combustion, évidemment, avec des technologies qui ne sont pas encore mûres, avec donc une course aux investissements qui est immense. Il ne le découvre pas aujourd'hui. L'industrie automobile ne le découvre pas aujourd'hui. Ça fait quand même quelques années qu'on dit qu'il y a un problème avec les voitures et que la transition écologique nécessitera un changement de modèle. Absolument. Et ça veut dire des investissements et tout le monde n'est pas sûr d'avoir la technologie. Deux, c'est un changement de client, c'est-à-dire qu'on va plus vendre probablement à des particuliers, on va vendre à des gens qui vont gérer des flottes et les particuliers vont devenir des locataires uniquement de flottes automobiles. Et la troisième chose, la plus terrible, ce serait que une partie de la valeur leur échappe, c'est-à-dire qu'ils ne deviennent que des assembleurs de tôles et que la valeur soit dans le logiciel d'intelligence artificielle qui permettra la voiture autonome demain. Ce qui fait qu'en fait, toute la valeur partira ailleurs et ce sera juste des assembleurs. Et donc, ça veut dire que toutes ces industries sont face à des enjeux absolument énormes, des changements de business model extrêmement profonds. Et depuis longtemps, le problème de l'industrie française, et ce n'est pas seulement l'industrie automobile, est qu'elle est plutôt, on pourrait dire, en milieu de gamme, voire un peu bas de gamme. Mais disons que quand on est, moi j'enseigne la stratégie, en stratégie on dit stuck in the middle, c'est-à-dire que vous n'êtes pas bas de gamme en low cost, vous pouvez avoir, d'ailleurs ils l'ont fait un peu avec Dacia, mais vous pouvez avoir un bon positionnement, et puis vous avez l'industrie allemande qui elle est très haut de gamme, qui fait qu'elle peut vendre plus cher évidemment, et donc elle peut avoir des coûts supérieurs. Notre problème, c'est un problème de positionnement qui s'additionne évidemment à ce problème de transition technologique et de business model. Donc oui, c'est un secteur très difficile. Et un problème d'actionnariat de l'État, Isabelle Tissangeon ? Alors, l'État a 15%, mais il a 22% des voix quand même. Donc il est quand même plus puissant que on le disait. Alors, on va faire le match, quoi. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut dire de manière un peu sous forme de slogan que l'État est toujours le pire en termes de capacité stratégique. En même temps, bon, si on prend ADP, par exemple, c'est une entreprise qui va plutôt pas mal, Donc, je ne suis pas sûre qu'il faille caricaturer, excusez-moi, mais caricaturer les choses comme ça. Je pense qu'on a réellement besoin, vu les enjeux dans lesquels on est, et pas seulement sur le secteur de l'automobile, de manière générale. On a besoin, étant donné l'impact, la puissance qui va être celle de la transition environnementale, des problématiques climatiques qui se posent et des problématiques de santé. Et il faudra peut-être qu'on en reparle, parce que là aussi, il y a un nouvel élément qui apparaît, qui est la
la crise quand même de la pandémie en Chine, qui a des impacts très forts sur l'industrie automobile là en ce moment et qui va aggraver la situation. On a réellement besoin, je crois, qu'il y ait une puissance publique qui soit dans une capacité stratégique, d'analyse, d'appui, d'aide ciblée. Par exemple, moi je suis une Européenne convaincue, je porte l'Europe vraiment dans mon cœur, je suis sûre que c'est une de nos espaces de solution, notamment pour la transition. Mais il faut absolument que le droit de la concurrence européenne évolue de manière à ce qu'on puisse cibler les aides de la part de la puissance publique auprès des entreprises. Parce que là, on a l'impression qu'il y a un appui, on est dans un logiciel il faut leur permettre une compétitivité plus élevée, c'est comme ça qu'on va... Et on se rend compte que non, là, on est face vraiment à des difficultés où il y a une défaillance quand même. Et là, il faut le dire. Olivier Il y a Babot. une défaillance de la part d'un certain nombre de dirigeants d'entreprises qui n'ont pas su anticiper ce que le milieu scientifique quand même disait depuis longtemps. C'était le GIEC a alerté il y a longtemps. Donc c'est des questions qui se posent depuis longtemps. Et donc là, je vais être à la limite de la provocation, mais quand on voit les rémunérations, parce que Marie-Noëlle Lienemann n'en a pas parlé, mais dans le même temps que vous avez l'annonce du plan de 2 milliards sur 3 ans, vous avez le salaire du nouveau patron qui tombe avec des facteurs 250. Enfin, je veux dire, en pleine crise sociale du pays, c'est une situation qui ne va pas. Et donc, je pense qu'on a réellement besoin d'un État qui régule, d'un État qui dessine et qui aide le secteur privé à faire cette transition où on a besoin tous de se mobiliser. Oui, alors nous sommes totalement d'accord que l'État ait une vision industrielle, mais surtout qu'il ne soit pas uniquement le fait de sauver des canards boiteux et de dire ne supprimons pas des emplois, mais aidons des entreprises à venir s'installer, des industries nouvelles, à venir par exemple en supprimant enfin une bonne partie des taxes à la production, ce qui est un très très vieux débat. Et la deuxième chose, vous avez tout à fait raison, c'est sur le droit de la concurrence. Il faut qu'on arrête d'être les naïfs et les ravis du village mondial et de laisser les autres créer des géants qui viennent nous manger et qui nous utilisent, qui nous mettent au menu, et nous permettre de créer des géants européens qui soient capables de faire pièce demain dans la compétition face à toutes les révolutions industrielles et pourquoi pas demain la révolution de la transition. Il y a une nouvelle politique de concurrence à mettre en place où effectivement on arrête d'être un peu naïf et d'être les seuls très bons élèves de village mondial de ce point de vue-là. Troisième thème de ce match, les résultats des contrôles fiscaux en 2010. Ils ont permis de récupérer 1 milliard de plus qu'en 2018, soit 9 milliards d'euros. Et c'est assez fier de ces chiffres qu'Édouard Philippe est venu l'annoncer lui-même à Bercy en début de semaine. On le réécoute. En 2019, l'État a encaissé 9 milliards d'euros grâce aux contrôles fiscaux, sans compter les amendes pénales, comme dans le dossier Google. 9 milliards d'euros, c'est l'équivalent, Madame la garde des Sceaux, du budget du ministère de la Justice. C'est même un peu plus que le budget du ministère de la Justice, absolument. Vous applaudissez, Isabelle Tisse-Saint-Jean ? Alors j'applaudis, mais enfin encore un effort camarade quand même. C'est franchement encore un effort camarade parce qu'on est loin du compte. Donc il y a vraiment, c'est une question politique majeure. C'est-à-dire que je défends le fait que on ait des services publics qui soient des services publics forts, qu'il y ait de la redistribution, parce que je pense que c'est la seule option possible pour qu'une société fonctionne. Donc ça passe par de la fiscalité. Ça passe par de la fiscalité. Mais cette fiscalité, il faut qu'elle soit juste. Et il faut qu'il n'y ait pas des énormes trous dans la raquette qui font que certains y échappent. Donc il faut vraiment, et en général, en particulier... Ça, les trous dans la raquette, ça représente combien ? Alors le problème, c'est que personne ne peut les chiffrer réellement. Il y a eu un rapport, donc il y a des tas de chiffres qui circulent, et il y a eu un rapport de la Cour des comptes il y a quelque temps qui interpellait assez violemment le gouvernement en lui disant qu'il n'était pas franchement à la hauteur, d'où l'effort fait par le gouvernement, qui est aussi une réponse à la crise des Gilets jaunes, parce que la crise des Gilets jaunes, ça a quand même été un cri de hurlement de justice fiscale, pas de moins de fiscalité, de justice fiscale. Donc c'est une réponse. Et le rapport de la Cour des comptes dit, en fait, vous nous avez demandé une évaluation, on ne peut pas encore vous la fournir, donc il faut continuer à travailler
travailler. Mais on voit qu'on est très très loin du compte. On est très loin du compte. Et alors j'invite les auditeurs, faute de temps, je les renvoie à un article d'Alternative économique qui montre que en fait, il y a un tour de passe-passe un peu complexe qui font que, on a un peu changé d'indicateur. Et donc, en réalité, c'est de là que viendrait le milliard supplémentaire. Non, alors oui, enfin, ils annoncent pas. Le taux de redressement, en fait, reste le même. Et donc, on a une situation il y a encore un loup, mais c'est bien. Ceci étant, on est très 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 loin du compte et il faut absolument d'autres types de fiscalité, mais on y reviendra. Olivier Babot. Comment dire autre chose que c'est bien, continuons, effectivement, c'est sans doute pas encore parfait. Moi, j'y vois l'effet de technologies qui permettent de croiser les données plus facilement, d'intelligence artificielle qui permettent d'aller chercher, alors que là, avant, vous deviez faire des vérifications manuelles, évidemment humaines, qui étaient plus longues. Aujourd'hui, vous allez pouvoir utiliser des données, pouvoir repérer, par exemple, des mouvements qui sont anormaux ou des choses qui ne sont pas naturelles, et donc vous allez pouvoir sanctionner. Alors, dedans, il y a tout, il y a les particuliers, il y a les entreprises, il y a la fraude à TVA, qui est probablement une immense partie, et là, c'est les choses où on peut vraiment beaucoup progresser. On pourrait dire aussi que demain, on va pouvoir plus facilement, par exemple, si on fait de la reconnaissance un peu plus, je crois, faciale, je vous demande si c'est pas en projet pour la fraude, les différentes fraudes, les fraudes aux aides sociales, par exemple. On va pouvoir augmenter l'efficacité du système, c'est-à-dire qu'on va pouvoir arrêter ceux qui ne jouent pas les règles du jeu. On va pouvoir aussi utiliser les réseaux sociaux pour repérer et en des effet, écarts. Utiliser les réseaux sociaux. Alors, le seul petit bémol qu'on pourrait dire, c'est effectivement, c'est peut-être mon ethos libéral, c'est de dire, voilà, demain, cette société transparente dont nous avons un petit peu vu depuis quelques jours les effets, cette société de plus en plus transparente fait que de plus en plus, effectivement, un banquier me disait à travers vos relevés de compte, on sait tout de vous. Si on croise vos déplacements, vos relevés de compte que vous faites sur Internet, les photos sur Facebook, etc., l'État peut tout savoir de vous. Certes, il peut mieux vous fiscaliser, mais attention à l'État panoptique et à la société panoptique qui, pour moi, est une très très grande crainte. Il nous reste 2 minutes. Isabelle Tisse-Saint-Jean. Oui, très rapidement. Il y a eu effectivement une alerte de la CNIL sur un certain nombre de choses, donc il faut être vigilant auprès de ça. Il y a des limites à la traque fiscale. Je pense qu'on n'en est pas encore là, et qu'il y a encore des énormes marges de progression à faire sur la fiscalité, en particulier la fiscalité des grandes entreprises. Alors, c'est pas la fraude fiscale, c'est une autre problématique qui est celle de la non-fiscalisation, en particulier de grandes entreprises. Et là, il y a eu une proposition de loi faite par Boris Vallaud et les députés socialistes sur la base des travaux de Gabriel Zucman sur ces questions-là. Il faut absolument qu'on avance là-dessus parce qu'on a besoin d'investissements publics, parce qu'on a besoin de dépenses publiques et qu'il faut aller les chercher. Alors après, juste un point, la fraude aux prestations sociales, c'est vraiment un point. Alors politiquement, ça prend une importance considérable, mais en termes de masse, et surtout, arrêtons de faire ça parce que la plupart des gens qui sont dans des situations de désespoir et qui font appel à ces aides, c'est des gens qu'on doit aider. On va peut-être laisser Olivier Babot, il nous reste voyons ça, aidons-les. Bien sûr, évitons les cas, mais c'est vraiment tout à fait au regard du reste du problème sur la fraude fiscale, l'évasion fiscale et du manque, je voudrais juste dire un élément, il faut sa réponse en du manque de loyauté à l'égard du pays, là je parle des fraudes personnelles, du pays, et je parle des grandes fortunes, du pays qui nous a formés, qui nous a éduqués. Comment peut-on faire ça ? Je veux dire, il y a un moment où c'est beaucoup plus grave. Le sens de l'histoire, c'est une progression de la performance des systèmes de contrôle, quels qu'ils soient. Je ne fais pas de morale, je ne fais pas de jugement sur les plus riches, les moins riches qui peuvent, c'est très bien de sauter le métro, c'est normal que les autres payent l'effort que vous, peu importe. Donc ça, c'est une autre question. De toute façon, la sens de l'histoire, c'est qu'une plus grande efficacité. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'arrêtons de confondre évasion fiscale, fraude fiscale et optimisation fiscale. Oui. L'optimisation fiscale, elle est tout à fait naturelle et on en fait tous. Donc elle a des limites que la loi doit poser. D'ailleurs, c'est assez choquant quand les limites que Bercy pose, c'est attention, c'est un procès d'intention parce qu'on dit attention, vous faites ça pour un but principalement fiscal, c'est-à-dire qu'on veut lire dans votre pensée et là, c'est extrêmement dangereux. Et on s'arrêtera là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. La suite de la LPL, c'est le grand débat. Nous revenons ce soir sur cette étape marquante que va vivre le pays le week-end prochain. Dans la nuit de samedi à dimanche sera
arrêter le réacteur numéro 1 de la plus vieille centrale de France, la centrale de Fessenheim. Face à cet événement, deux types de discours, les opposants au nucléaire qui se réjouissent mais avec mesure, et puis des salariés, des élus qui dénoncent, je cite, une catastrophe économique, un gâchis industriel et humain. Difficile de se faire une idée, on va essayer de vous aider, on va en tout cas ouvrir le débat dans un instant après les explications d'Aurélien Romano. La centrale de Fessenheim va enfin fermer. Le décret est paru au journal officiel. Le premier réacteur, 900 MW à eau pressurisée, commencera à être arrêté progressivement vendredi soir. Le second réacteur sera arrêté le 30 juin. L'évacuation des combustibles usés va s'étaler jusqu'à l'été 2023, tandis que le démantèlement devrait aller jusqu'en 2040, dans 20 ans. C'est l'épilogue pour la plus vieille centrale de France, ouverte en 1977 et devenue un serpent de mer de la vie politique française. Déjà en 2012, François Hollande et Nicolas Sarkozy s'opposaient sur la pertinence de la fermeture. Je n'accepterai jamais la fermeture de la centrale de Fessenheim pour des raisons politiciennes, pour des calculs politiciens. François Hollande avait fait de la fermeture de Fessenheim un objectif de son quinquennat, faisant de la vieille centrale le symbole du tout nucléaire français. La centrale de Fessenheim, qui est la plus ancienne de notre parc, sera fermée à la fin de l'année 2016. Et pourtant, la fermeture n'a pu avoir lieu avant la fin du mandat en 2017. C'est finalement Emmanuel Macron qui scelle le sort de la centrale en 2018 dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie. 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim. Cette fermeture pose la question du devenir social du site. Matignon réassure aujourd'hui qu'un projet de territoire a été finalisé en février 2019 avec les élus locaux et promet un accompagnement pour tous les salariés. Pourtant, les syndicats sont inquiets car 2000 emplois, directs et indirects, sont en jeu. Avec nous pour le grand débat ce soir, Jean Bizet, bienvenue, sénateur LR de la Manche, président de la Commission des Affaires européennes et membre de la Commission des Finances. Sandra Regol, bienvenue, vous êtes secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts. Mathieu Ozano, bienvenue, directeur exécutif du think tank sur la transition énergétique The Shift Project, spécialiste des questions d'économie et d'énergie. Et Charlotte Mijon, bienvenue, vous êtes porte-parole du réseau Sortir du nucléaire. Merci à tous les 4 d'être ici. On sent que cette fermeture du réacteur numéro 1 de la centrale de Fessenheim provoque une émotion assez forte dans le pays. C'est beaucoup traité, on en parle beaucoup, ça va être le week-end prochain. Un moment historique, a même dit le gouvernement. Sandra Regol, vous comprenez, vous dites que vous aussi, c'est une page qui se tourne dans le pays? C'est une petite page, hein. Ça fait longtemps qu'on attend que cette page se tourne, ça fait plus de 40 ans qu'on milite pour que cette page se tourne. Donc on a plus envie de dire, enfin il était temps, merci, c'est une très bonne nouvelle, mais ça c'est qu'un tout petit début. Si on veut vraiment tenir les objectifs sur lesquels on s'est engagé, hein, je vous rappelle, la COP21, l'accord de Paris, et encore... Depuis, vous n'êtes pas sans savoir que Nicolas Hulot a dû reculer sur les engagements de développement des énergies renouvelables de la France et que ça a quand même un peu pesé dans son départ du gouvernement. Donc on n'est même pas au niveau de ce qu'on devrait faire et on commence à peine à penser, à mettre en action la transition. C'est très bien, les Allemands nous remercient. Vous savez, ils étaient juste à une encablure de rivière, c'est-à-dire juste, il suffisait de traverser la rivière et eux n'avaient pas demandé à avoir une passoire nucléaire juste à côté de chez eux sans avoir aucun moyen d'agir dessus. Alors, puisque vous parlez des réactions, il y en a plusieurs types. Je vais en citer quelques-unes puisque nos confrères du Monde ont recueilli quelques mots. Satisfaction partielle pour les organisations antinucléaires, grand soulagement pour les riverains allemands, c'est pour ça que j'en parle. Catastrophe économique pour des élus locaux, gâchis industriel et humain pour le personnel. Jean Bizet, vous situez où dans tout cela? Oh, moi, c'est très clair. C'est une réponse purement politique. Et une mauvaise réponse, dans le droit fil de celle qu'avait donnée François Hollande à l'époque. Oh, c'est de la main tendue, et plus que ça encore, à l'adresse des environnementalistes, des écologistes. Ça n'a pas l'air très réussi, hein, vu ma réaction. Mauvaise réponse à l'adresse de l'environnement, parce qu'on sait très bien que l'énergie, une fois que Fessenheim, je dirais, arrête de produire, l'énergie appelée ensuite, ce sont les centrales à charbon et les centrales à gaz. Donc c'est 10 millions de tonnes par an de CO2 en plus dans l'atmosphère. Mauvaise réponse également économique. Mauvaise réponse également économique pour la filière dans sa totalité. Et comment voulez-vous ensuite vendre, entre guillemets, des infrastructures nucléaires
à l'étranger quand, précisément au niveau national, on tourne le dos à cela. Mauvaise réponse également au niveau communautaire, ou au travers de la politique du Green Deal. Heureusement que nous avons les pays, je dirais, d'Europe centrale et orientale, qui, eux, ont le courage politique de s'engager précisément dans le nucléaire. Donc voilà, je ne suis pas satisfait, parce qu'en plus, j'admets une chose, si vous voulez, c'est que le tendon d'Achille du nucléaire au niveau environnemental, c'est la fabrication de déchets. Le problème, c'est que je vous invite à regarder les travaux du professeur Mourou, qui a été primé, je dirais, le prix Nobel de la paix, prix Nobel français, au travers de ses travaux sur, je dirais, le laser très haute fréquence. Et lui et d'autres annoncent qu'à horizon 5 ou 10 ans, ils pourront traiter ces... Vous savez qui... Alors, Charlotte, juste très rapidement, vous savez qui d'autre a eu le prix Nobel aussi? C'est l'ICANN, qui milite justement pour la sortie du nucléaire à titre civil. Allez, on termine ce tour de table, s'il vous plaît. Tout le monde n'a pas pris la parole. Charlotte Migeon. Oui, donc je voulais réagir. Une décision politique, je suis désolée, mais la situation de Fessenheim dans une région sismique, c'est pas politique. Le fait qu'elle soit située en contrebas du Grand Canal d'Alsace, c'est pas politique. Et moi, je regarde ce que dit l'autorité de sûreté. Il y a des enjeux de sûreté objectifs. EDF savait par ailleurs très bien que la centrale ne pourrait pas aller très au-delà de ses 40 ans. La preuve en est qu'ils n'ont pas fait les études et travaux nécessaires pour cela. Donc, Fessenheim présente des problèmes de sûreté. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. C'est pas ce que dit l'autorité de sûreté nucléaire, c'est ça le problème. Mais l'autorité de sûreté nucléaire prend acte du fait qu'EDF n'a pas fait les travaux nécessaires et que dans ce cas-là, la centrale ne peut pas continuer. Nous n'avons pas les mêmes lunettes. Il est certain que même, quand bien même ces travaux auraient été faits, eh bien, ça n'aura pas suffi pour porter la centrale au niveau suffisant pour qu'elle continue au-delà de 40 ans. Par ailleurs, je voudrais revenir sur la question des émissions. Du point de vue de qui? Du point de vue de qui? Pardon, de l'ASN? Du point de vue de l'ASN. Ah non, l'ASN a donné une garantie décennale en 2011, c'est un autre sujet. Oui, non, mais l'ASN a donné une garantie décennale en 2011 par rapport à la prolongation au-delà de 30 ans. Là, il s'agit de 40 ans, c'est autre chose, il s'agit d'atteindre le niveau de l'EPR. Oui, il y aura une autre visite décennale. Il s'agit d'atteindre le niveau de l'EPR avec des exigences supplémentaires quand même. Par ailleurs, sur la question des émissions de CO2, je suis désolée, mais Fessenheim, ces dernières années, a quand même collectionné les pannes, les arrêts longue durée, parce qu'elle avait des composants qui présentaient des défauts, des anomalies. Ça ne s'est pas traduit par une hausse vertigineuse des émissions de CO2. Là, on voit ces dernières années, on a de plus en plus d'indisponibilité de réacteurs. Et pour autant, les émissions d'origine énergétique en France, elles baissent. Allez, on fait circuler la parole. Mathieu Ozano, s'il vous plaît. C'est un peu tortueux. Pourquoi, madame, vous citiez l'accord de Paris et les engagements de la France au terme des accords de Paris par rapport au nucléaire? Quel rapport? Mais alors, si vous ne voyez pas le rapport, c'est qu'on a un gros souci, c'est qu'on a des... Et pourquoi vous faites référence à l'Allemagne alors que l'Allemagne a deux fois plus... Non mais je complète ma question. Vous pouvez continuer je voudrais juste compléter ma question. Vous avez, dans votre intervention, vous faites référence à l'accord de Paris, première chose, et ensuite vous faites référence à l'Allemagne. Donc l'accord de Paris, il ne s'agit pas de sortir du nucléaire. Au contraire, d'ailleurs, le GIEC explique dans son rapport 1.5 donc en fait, vous ne voulez pas que je vous réponde. Augmenter... Ah non, je suis désolée, je l'ai lu. On ne va pas y arriver. Mathieu Ozano, vous terminez. Non, mais sans poser de questions, et puis on laissera répondre. Vous faites référence à l'Allemagne, dont les émissions par tête d'habitants sont doubles, à peu près les doubles de celles de la France. Je vois pas le rapport. Alors, je vois pas le rapport. Alors moi, je vous en ai parlé. C'est intéressant parce que du coup, vous suivez le fil de ma pensée. C'est que moi, je parlais de ce qui arrive à Fessenheim. Vous savez, j'ai vécu en Alsace pendant. Non, vous parlez de l'accord de Paris et du fait qu'il fallait sortir du. Si vous savez mieux que moi ce que j'ai dit, c'est intéressant. L'accord de Paris. Peut-être sur l'accord de Paris, oui ou non. Aucun rapport. On est au pays de Descartes. Beaucoup du débat. Et on est en train donc en fait, l'idée, c'est juste que vous m'agressiez et donc vous ne me laissez pas parler alors que vous m'interpellez. C'est intéressant comme débat, mais ça dit beaucoup de ce débat sur le nucléaire. Alors deux choses. Quand on dit contre-vérités systématiquement, quand on enfile des perles et qu'on donne des contre-vérités, il faut les justifier à hypothèse hardie, justification solide. Vous dites accord de Paris égale sortie du nucléaire, je vous dis c'est faux. Alors, qu'est-ce que vous répondez, Sandra Regol? Allez-y. Mais je trouve que c'est une très belle illustration du débat sur le nucléaire et de l'agressivité qu'il y a dans le camp de ceux qui le défendent. C'est vraiment absolument parfait. J'ai été diffamé par Greenpeace plusieurs fois.
Mais en fait, Sandra Rogol, non, on n'y arrive pas. Le point précis de l'accord de Paris. Tout à fait. Le point précis de l'accord de Paris, c'est qu'on a une planète à sauver du réchauffement. Et que le nucléaire produit énormément, en fait. Énormément de quoi? Ce qui est dit. Énormément de quoi? Mais produit, en fait, beaucoup d'activités qui a un impact dramatique sur la planète. Sur le climat? Comment vous faites pour extraire l'uranium? Comment vous faites pour extraire l'uranium? Par kilowattheure produit, le niveau de production de gaz à effet de serre du nucléaire est aussi bas que celui de l'éolien. Quand on extrait, est-ce que je peux vous répondre, s'il vous plaît, ou est-ce que c'est trop vous demander? Est-ce que c'est trop vous demander de ne pas me monologuer? Mais parce que vous passez votre temps à m'interrompre. Il faut quand même que la ligne... Il nous reste 20 minutes. On va pas y arriver si vous... On va vraiment pas y arriver. Allez-y, mais vous enfilez les paires, madame. Sandra Rogol. En fait, est-ce que c'est possible d'avoir un débat qui soit pas Mais en fait, c'est incroyable. Est-ce que je vous attaque? Est-ce que je mets votre personne... Je vous pose une question, vous répondez à côté. Bon, on va aller en salle des conférences, ça va calmer je vais répondre s'il vous plaît, parce que là c'est juste indécent et c'est mal poli et en fait ce débat ne mérite pas ça. Oui, il y a un impact sur la planète. Oui, les chiffres que vous citez ne prennent pas en compte l'extraction de l'uranium et le retraitement des déchets. Et c'est comme ça que ces chiffres peuvent passer. Deuxième chose, pourquoi l'Allemagne? Quel chiffre? Est-ce que vous êtes capable de dire les émissions de CO2 par kilowattheure? En fait, dès que j'avance un argument, vous non, c'est pas un argument, vous ne le chiffrez pas. Est-ce que vous pourriez ne pas crier déjà pour commencer? Parce qu'on n'est pas obligé de se hurler dessus quand on n'est pas d'accord. De l'Allemagne aujourd'hui. D'accord, c'est que vous dites des contre-vérités. En fait, ce n'est pas possible. L'Allemagne aujourd'hui n'a à baisser ses émissions en termes énergétiques, justement parce qu'elle a enclenché la transition vers les énergies renouvelables. C'est factuel, ça existe, et oui, il y a eu un pic d'émissions. C'est normal quand on fait la transition. Aujourd'hui, l'Allemagne est en salle des conférences, s'il vous plaît. Charlotte Mijon. Je voudrais revenir... Vous êtes vraiment juste odieux, monsieur. Vous êtes Charlotte Mijon. Je voudrais revenir juste sur ce qui a été dit sur le GIEC. Le GIEC ne fait pas la promotion du nucléaire. D'ailleurs, le GIEC a un impératif de neutralité technologique. Arrêtez de commenter à chaque fois parce qu'on va pas y arriver. Le GIEC acte qu'il y a des scénarios qui permettent de rester sous 1,5 degré de réchauffement avec une sortie du nucléaire ou une décroissance du nucléaire. Si ça figure dans le rapport au chapitre 4, je l'ai lu, excusez-moi, vous pourrez vérifier. Non, mais j'ai pas besoin de vérifier. Le GIEC vous dites à nouveau une contre-vérité. Non, mais si, excusez-moi, mais là c'est un peu insultant, je vous parle de quelque chose. Écoutez, je peux vous envoyer le rapport. Par ailleurs... Et on y renvoie nos téléspectateurs, comme ça ils verront par eux-mêmes. Le GIEC, par ailleurs... mentionne aussi ce à quoi faisait référence Madame Régol, c'est-à-dire que le GIEC documente aussi les impacts des différentes technologies au regard des objectifs de développement durable. Or, si on regarde le nucléaire, c'est une des technologies qui recueille le plus d'impact négatif, que ce soit la question de l'extraction de l'uranium, la production de déchets, le risque d'accident, la pollution également. Allez, on va aller voir en salle des conférences ce qu'en pense le sénateur centriste du Bas-Rhin, qui fait donc partie d'un territoire extrêmement concerné par cette fermeture. C'est Claude Kern, il est au micro d'Alexandre Poussard. Claude Kern, cette fermeture de la centrale de Fessenheim, est-ce qu'elle peut entraîner une crise économique et sociale pour tout un territoire ? Je pense effectivement que oui, parce que le secteur de Fessenheim, la sous-région de Fessenheim, comme on dit, est une région, enfin un territoire pauvre à l'origine. Donc avec la suppression de quasiment 2000 emplois, puisqu'il y a 600 emplois directs et 1350 indirects, à long terme, voire à moyen terme, on va avoir un problème en ce qui concerne notamment le secteur commercial, mais également l'immobilier. Et puis il y a aussi un problème de population, il y a une population qui va quitter ce territoire. Forcément, puisque quand il n'y a plus d'emploi, la population part. J'ai un exemple dans le Bas-Rhin, ou dans le territoire de l'Alsace-Bossu, où il y a une entreprise qui a fermé. Et en allant visiter les villages aux alentours, ces villages se meurent tout doucement puisque la population part et ils n'ont aujourd'hui pas d'attrait pour revenir sur la population de base. Le maire de Fessenheim est très en colère contre le gouvernement. Il estime que le gouvernement n'a pas assez bien préparé l'après-centrale de Fessenheim. Vous êtes d'accord ? On considère un peu que l'État, effectivement, a abandonné le secteur puisqu'il était question de la mise en place d'un technocentre pour le traitement des déchets métalliques, qui était une proposition d'EDF, qui était soutenue par le gouvernement. Et aujourd'hui, on sent que ce technocentre, il
il risque de ne pas se réaliser. Alors parmi les autres pistes pour assurer l'avenir de ce territoire de Fessenheim, il est aussi question d'un pôle économique franco-allemand. Est-ce que la solution, c'est de s'orienter vers l'Allemagne avec son dynamisme économique ? Je dirais que c'est vraiment une solution de repli parce que on sait très bien que les entreprises allemandes, il y en a beaucoup en Alsace, hein, les entreprises allemandes, si elles voient qu'il n'y a pas le soutien attendu, elles repartent chez elles. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il faut déjà attirer les Allemands. Il y a de la main-d'œuvre sur place. C'est vrai que les entreprises allemandes aiment bien la main-d'œuvre alsacienne, mais encore faut-il pouvoir attirer les entreprises. Et donc, il faut que le gouvernement fasse des efforts dans ce sens-là. L'autre crainte que j'ai, c'est effectivement l'approvisionnement énergétique de notre région qui risque de s'appauvrir parce que il est aussi question de fermeture de centrales électriques en Allemagne, en Suisse. Donc on sait que le réseau est émaillé, mais si ces centrales ferment, et ce serait logique parce que ce sont des centrales au charbon, écologiquement, on risque d'avoir un problème dans notre région. Et donc beaucoup d'inquiétudes dans ce territoire alsacien. Énormément d'inquiétudes, oui. Merci Claude Kern pour vos réponses. Merci Alexandre Jean Bizet. Écoutez, le sénateur Kern est le mieux placé qui soit pour mesurer l'impact économique et sociologique et sociétal, je dirais, de la fermeture d'une telle entreprise. Mais moi, je vais aller au-delà. Nos amis allemands, que je côtoie régulièrement dans le cadre des activités des affaires européennes, ont été extrêmement légers sur le sujet. Quand Madame Angela Merkel a pris unilatéralement la décision de fermer les centrales dans son pays, elle n'a pas consulté son premier partenaire, à l'époque c'était Nicolas Sarkozy, et heureusement qu'il y a des interconnexions, je dirais énergétiques, entre nos deux pays, pour la bonne raison, c'est que sinon, elle ne pourrait pas avoir assuré le développement économique de son territoire. Et regardez également ce qui se passe. Nord Stream 2, j'ai été, au niveau de la Commission des Affaires européennes, extrêmement attentif sur ce sujet, et j'étais un des sénateurs à souhaiter justement cette jonction pour le développement, je dirais, d'un partenariat d'achat avec, je dirais, nos amis russes. Donc, les Allemands, en la matière, ne sont pas spécialement vertueux. Je suis tout à fait d'accord. Ils émettent pratiquement deux fois et demi de plus, je dirais, de grammes de CO2 par tête d'habitant que par tête de Français. Comment voulez-vous assurer la neutralité carbone à horizon 2050 si on prend, les centrales nucléaires. Si on prend, et il n'y a pas, c'est là où il n'y a pas antagonisme, si vous voulez, pour moi, entre le nucléaire et les énergies renouvelables. Par définition, les énergies renouvelables sont des énergies intermittentes. Le nucléaire, ben oui. Vous rigolez ? Le solaire. Mais pourquoi vous riez ? Ne repartons pas sur ce débat, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on continue de réagir à ce qui a été évoqué par le sénateur Kern. Quand il y a du soleil. Non. On était totalement non. Et pendant l'hiver, comment dirais-je, l'hydraulique ne marche que quand il y a une réserve d'eau. Et je dirais l'éolien que quand il y a du vent. La palisse aurait dit la même chose. Donc il faut avoir un substrat qui, en l'occurrence, l'énergie nucléaire est la meilleure des assurances. C'est beaucoup mieux que le charbon. Et laissez-vous parler, tout le monde se comprendra mieux. Et nos téléspectateurs, respectez-les s'il vous plaît. Charlotte Migeon. Je voulais revenir sur ce qui a été dit donc, par le sénateur Kern. Effectivement, donc, la fermeture d'une centrale, d'un pôle d'emploi, ça pose des questions. Ceci dit, il y a quand même lieu de relativiser ce qui est dit. C'est-à-dire 2000 emplois, oui, mais 2000 emplois, il faut rappeler que les salariés d'EDF ont une garantie d'emploi, qu'il y a une grande partie des employés qui sont des sous-traitants nomades, qui travaillent aussi sur d'autres sites, que par ailleurs EDF a un réel problème actuellement de compétences et recherche des personnes qualifiées parce que voilà, même l'autorité de sûreté nucléaire le reconnaît. Donc les personnes qui travaillent à Fessenheim, elles ont toutes les chances, pour peu qu'elles soient compétentes, d'être requalifiées. Alors, puisque vous êtes sur l'emploi, on va avancer un petit peu sur ce point précis de l'emploi. En 2025, il ne restera plus que 60 salariés d'EDF à Fessenheim contre 645 aujourd'hui. 645 personnes auxquelles il faut ajouter 300 prestataires environ. Sur ce point précis, effectivement, le gouvernement a tenu à rassurer. Je voudrais qu'on écoute Elisabeth Borne et je vous fais réagir après, Mathieu Ozano. Effectivement, quand on rentre dans le dur, comme on est en train de le faire, on voit que c'est des décisions difficiles et qu'il faut accompagner les salariés. On s'est assuré auprès d'EDF que tous les salariés de la centrale retrouveront un emploi dans le groupe. Il y a un accompagnement particulier pour les sous-traitants.
Mathieu Ozano. C'est un problème de système qui est posé. En fait, c'est pas très intéressant de savoir si on est pro-antinucléaire ou pro-ENR. Ce qu'il faut savoir, pro-renouvelable, pardon. Ce qu'il faut voir, c'est si notre pays, à l'échelle de la prochaine génération, est capable de produire suffisamment d'énergie pour répondre aux besoins des gens sans émettre de CO2. C'est à ça qu'on s'est engagé. Bon. Ce qui est dommage, c'est qu'on a un débat qui pourrait être beaucoup plus apaisé, mais s'il était plus rationnel. Il faut expliquer que c'est beaucoup plus difficile de boucler l'équation de la sortie des énergies fossiles, parce que c'est de ça dont il s'agit dans les accords de Paris, sans nucléaire. C'est un fait objectif, c'est plus compliqué, c'est plus technique, c'est plus cher. Non, attendez, et il faut expliquer aussi que ça suppose, c'est ce que dit la stratégie nationale bas carbone, qui est tout à fait en ligne, qui fait référence, qui est tout à fait en ligne avec la philosophie que vous défendez, et que je défends en partie, mais avec certaines conditions, c'est-à-dire d'expliquer aux gens et de mettre en œuvre concrètement un plan qui permette d'assurer un fonctionnement de la société qui soit beaucoup plus sobre. Pas un peu plus sobre, mais beaucoup plus sobre. Or, la démonstration de la capacité à faire ça, en fait, le débat est mal posé. Et tout le monde a une responsabilité. Les pro-nucléaires, les anti-nucléaires. On ne pose pas complètement ce problème parce que les pro-nucléaires ont des choses qu'ils n'ont pas envie d'assumer ou qu'ils assument à moitié. Mais pardon, quand j'entends madame sourire quand on dit que la production éolienne est intermittente, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors. Donc il faudrait, dans Pays des cartes, avoir un peu plus cartésien. Cette fois, c'est bon. Sandra Rogol. Cette fois, c'est bon. Donc, expliquez pourquoi vous voyez... Non, c'est bon. Sandra Rogol. Bien. On va essayer de discuter pour de vrai cette fois-ci. Oui, réduire l'énergie consommée, c'est la priorité. C'est ce à quoi nous engage tout le travail qu'on a énoncé jusqu'à présent. L'ensemble des associations et même le projet du gouvernement devrait aller dans ce sens-là. On sera tout à fait d'accord dessus. Pourquoi est-ce qu'il faut un mix énergétique et pas avoir une énergie qui soit auto-centrée sur le nucléaire? Parce qu'en fait, il y a différentes sources d'énergie. Vous dites... Le renouvelable, c'est intermittent parce qu'il faut du vent, parce qu'il faut du soleil, parce qu'il faut, je ne sais pas, la géothermie. Par définition, il n'y en a pas tout le temps. Hein. Je ne sais pas ce que vous dites pour la géothermie, je ne sais pas ce que vous dites pour le reste. Mais le nucléaire... Attendez, le vent et le soleil, c'est clair en tout cas. Mais le nucléaire, en fait, quand il fait trop chaud, ne peut pas fonctionner parce qu'il y a besoin d'eau pour refroidir. C'est ce qui est arrivé cet été. Avec la canicule, il a fallu mettre au repos. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste diminuer? Parce que les centrales nucléaires sont faites pour produire à 100%. Elles ne sont pas faites pour s'adapter. Or, les autres énergies renouvelables, elles, sont faites pour être modulables, s'adapter aux besoins. Pourquoi est-ce qu'encore le nucléaire perd l'essentiel de l'énergie produite, n'utilisant qu'une trentaine de % de l'énergie produite? C'est-à-dire qu'on jette tout le reste. Parce qu'en fait, c'est centralisé. Au lieu d'avoir plein d'endroits où on peut avoir de l'emploi, pour faire le lien avec votre question qui était celle de l'emploi, c'est-à-dire permettre aux gens de ne pas avoir à déménager autour de ces endroits où il y a de l'emploi nucléaire, entre guillemets, eh bien, ces énergies renouvelables permettent de développer des emplois à travers tout le territoire. D'une part, parce qu'il faut démanteler ces centrales. Ça, c'est créateur d'emplois pour les salariés actuels. Et il y en a pour d'autre part, en fait, on n'a jamais démantelé. Attendez. On n'a jamais démantelé intégralement une centrale. Personne dans le monde ne l'a fait jusqu'au bout. On enterre ce qui reste dans le meilleur des cas. Ensuite. Il y a ce temps-là, dizaines d'années, qui peut être mis au service de la formation des personnes, justement pour aller vers de nouveaux emplois, ceux qui sont créateurs d'emplois à travers les territoires, à savoir le renouvelable. Parce que l'énergie de demain, en matière de création d'emplois, elle est là-dessus. Et je suis très choquée, Monsieur Bizet, que votre seul angle de lecture soit si on fait moins de nucléaire en France, comment est-ce qu'on va faire pour le vendre? Quand on voit le fiasco financier que chaque Française, chaque Français paye avec ses impôts, avec l'EPR, quand on voit le coût de l'énergie nucléaire de l'EPR à Hinkley Point, c'est absolument scandaleux de miser comme ça sur ce qui rapporte à quelques personnes comme ça coûte à tous les Français. Je n'ai pas du tout la même analyse que vous, pour la bonne et unique raison. Pour la bonne et unique raison, si effectivement le père de Flamanville coûte la somme que l'on sait, 4 fois ce qui avait été annoncé. Donc des dizaines de milliards d'euros. Il faut que les gens aient conscience de ça. Vous savez également tout l'argent qui a été mis dans les renouvelables. Pourquoi ça a coûté si cher? Peanuts à côté du nucléaire. On va le laisser répondre. Pour une bonne raison, c'est que ça fait des décennies qu'on ne sait plus construire ce genre de choses. Ça fait également
aussi, il y a eu, vous avez sans doute lu, en tout cas, je vous invite à le faire, le rapport Fols qui avait été commandé par le ministre, je dirais, Bruno Le Maire. EDF ne sait pas fabriquer des centrales. Regardez, mais non, il n'a plus d'ingénieurs, il n'a plus, je dirais, comment dirais-je, de soudeurs. De soudeurs, il n'a plus de chaudronniers, etc. Regardez ce qui s'est passé en si peu de temps, comment a été fabriqué les 2 EPR de Chine, tout simplement parce que EDF s'était adossé à la structure chinoise qui, elle, a ses expertises. Et puis, il y a eu les exigences, et c'est normal, si je puis dire, suite à Fukushima. Donc, c'est vrai que ça a coûté cher, trop cher. Mais moi, ce que j'aimerais bien également, c'est que l'on compare sur ce qui se passera demain. Parce qu'il faudra bien qu'on construise d'autres centrales, si vous voulez. C'est pas avec uniquement... ça, c'est votre en tout problème. cas, c'est la tendance mondiale. Hein. Jusqu'à maintenant, si vous voulez, centrales en construction dans 16 pays en ce jusqu'à moment. maintenant, nous sommes dans un état de droit. Vous avez le droit d'exprimer ce que vous souhaitez. Mais c'est Merci quand même... de m'accorder ce droit, c'est fort serviable à vous. Je vous ai laissé parler, donc je continue. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans un état de droit et c'est la représentation nationale qui votera ou non, si je puis dire, ces engagements. Et je le souhaite pour la bonne raison, c'est que nous avions encore cet avantage qui tout doucement nous le perdons, à savoir que nous avions en termes de compétitivité l'énergie la moins chère qui soit au niveau communautaire et au niveau mondial. On est en train tout doucement de le perdre. Personnellement, j'ai plutôt une approche, je dirais, qui fait référence à la science. Je n'ai pas critiqué ma formation m'y a, je dirais, incité, engagé. Je n'ai absolument pas, critiqué les énergies renouvelables. C'est important. Mais les énergies renouvelables ne peuvent coexister que grâce précisément au nucléaire. Alors, Charlotte Migeon et Mathieu. Il ne faut pas avoir une opposition aussi binaire que cela. Alors, il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. Déjà, vous parliez d'état de droit. Je vous rappelle quand même que le programme nucléaire français, il n'a jamais fait l'objet d'un vote. Sinon, vous parliez quand même C'est un peu trop jeune à l'époque du général. Si le PR coûte si cher, c'est parce on l'écoute, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste très peu de temps. S'il vous plaît, je vous renvoie quand même à ce que dit l'autorité de sûreté nucléaire, Bernard de Rozouk, donc la PDG de l'ASN, a bien dit quand même que le problème, ce n'était pas qu'on n'avait pas construit, c'est une perte de compétences assez basique en fait. Et si le PR a pris autant de temps, c'est aussi parce qu'il y a eu des malfaçons, parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été faites correctement en usine, parce qu'il y a eu même des questions de fraude. Et donc ça, c'est pas parce qu'on ne s'est pas exercé, c'est parce qu'il y a un problème global dans cette filière. Donc il nous reste 3 minutes, on avance quand même. Ça pose question quand même. Et de manière générale, moi, ce que j'ai envie de dire, il faut qu'on replace le débat, qu'on dézoome un petit peu. De toute manière, là, les centrales existantes, elles ne sont pas éternelles. Il faut arrêter de croire qu'on peut prolonger ad vitam aeternam. Les centrales, elles ont été construites pour une durée donnée. Elles ont des composants qui ne sont pas remplaçables et qui ne sont pas réparables. Donc, il faut voir. On voit que le nouveau nucléaire, c'est extrêmement cher. On voit que l'ancien nucléaire, on ne va pas pouvoir le prolonger ad vitam aeternam. La question, c'est dans un contexte d'urgence climatique, quelles solutions on choisit pour rendre notre territoire le plus résilient possible. Et je ne suis pas sûre que laisser des installations à risque dans un monde qui va devenir de plus en plus dangereux soit la meilleure solution. D'accord. Mathieu Ozano. La question, ce n'est pas nucléaire ou charbon. La question, c'est énergie du passé, donc charbon et nucléaire, versus un autre système énergétique. Et là, je vous rejoins sur la sobriété, reposant sur la sobriété et sur les renouvelables. C'est peut-être ça le message qu'on retiendra ce soir, Mathieu Ozano. Moi, je souscris à beaucoup de choses. Il faut qu'on soit prudent. La stratégie nationale bas carbone, qui va être maintenant le maître plan démocratiquement adopté par notre pays, elle sera révisée. Il lui manque juste un truc, c'est sa colonne vertébrale. On ne parle pas d'électricité, quasiment pas. C'est-à-dire qu'on dit on va faire du renouvelable, mais comment est-ce qu'on fait tenir un système dans lequel on mise très fortement sur une sobriété qu'on ne sait pas mettre en œuvre pour l'instant parce qu'on ne l'a pas vendu aux Français et qu'on ne sait pas, on n'a pas fait les investissements pour que le vélo, pour que le covoiturage, il n'y a pas d'incitation, il n'y a pas de campagne. En fait, on ne boucle pas, on ne cherche pas à boucler l'équation. Et c'est bien dommage parce que tant qu'on n'arrivera pas à boucler cette équation de la sobriété, le système sera plus résilient avec du nucléaire qu'avec des renouvelables. Parce que si on n'arrive pas à sortir les projets qui permettraient de produire suffisamment d'électricité, regardez, si on dit qu'il faut électrifier les transports, c'est 80 TWh, c'est l'équivalent de 6 ou 7 EPR. Okay, si on ne baisse pas
Par ailleurs, la consommation d'énergie, vous ne bouclez pas l'équation. Donc très bien, commençons une conversation, mais une conversation cartésienne. Et très rapidement, puisqu'il nous reste peu de temps, j'ai envie de vous répondre que le budget que l'on met sur le nucléaire, c'est le budget qu'on ne mettra jamais sur tous les développements que vous venez de citer. C'est le budget qu'on ne mettra pas dans le développement des énergies renouvelables de demain, parce qu'il faut les faire progresser. On ne peut pas avoir notamment des énergies solaires qui soient préemptées par les Chinois. Je finis juste là-dessus. On ne peut pas avoir, par exemple, de l'énergie, des capteurs solaires qui soient essentiellement faits en Chine. On doit aussi avoir une expertise locale avec des matières qui abîment moins. L'éolien a fait d'énormes progrès avec 97% aujourd'hui de ces matériaux qui sont recyclés et recyclables afin qu'il n'y ait plus d'impact environnemental à terme. Et l'objectif, c'est 100%. Et donc, on doit continuer là-dessus. Encore une fois, tout ceci, vous avez raison sur un point, ce sont des choix politiques. Si on choisit de mettre un budget quelque part, ça veut dire qu'il n'est pas ailleurs. Donc, il est mensonger de dire qu'on veut faire des économies d'énergie si on continue à maintenir le budget sur le nucléaire et pas sur l'isolation des bâtiments, les transports doux et le développement des renouvelables. On doit s'arrêter là. Il n'y a pas d'antagonisme là-dedans. Ah, je viens de vous le montrer. Il y a un seul budget, il faut savoir où on le met et quel est le choix de société qu'on développe. Être frugal, c'est peut-être l'expression sobriété énergétique. C'est le message qu'on retiendra ce soir. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. J'espère que nos téléspectateurs y voient un petit peu plus clair à l'issue de cette demi-heure de débat. Ne riez pas, j'espère que ça l'est vraiment. On se retrouve lundi à 17h30 et à 22h dans LPL, comme tous les jours. Et puis demain, 7h30, vous retrouvez évidemment Oriane Mancini entre 7h30 et 9h dans Bonjour chez vous. Son invité politique sera Nelly Garnier, directrice de campagne de Rachida Dati. Très bonne soirée sur Public Sénat.